On attend juste que les gens se joignent à nous. Donc, bonjour. Bienvenue à notre webinaire vers un système de santé résilient au Québec. Discussion et réflexion sur les actions nécessaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eva Villalba, je suis la directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec et la coprésidente de la Coalition pour un système de santé résilient. La Coalition Priorité Cancer au Québec existe depuis 2001 et regroupe plus de 65 organismes sans but lucratif en oncologie qui représentent tous les types de cancers, toutes les phases de la maladie et de la trajectoire de soins, incluant la recherche clinique. Notre mission est d'être une voix forte pour les personnes touchées par le cancer afin d'améliorer le système de santé au Québec. La Coalition pour un système de santé résilient, quant à lui, est un regroupement de parties prenantes des systèmes de santé canadiens qui contribuent leur leadership, leur connaissance et le soutien nécessaires pour faire avancer les politiques publiques canadiennes en matière d'innovation et de santé, mais plus spécifiquement sur la question de la résilience des systèmes de santé. Notre mission est de créer un système de santé qui est à la fois plus rapide, plus agile, capable d'absorber les chocs tels que ceux représentés par la pandémie de la COVID-19. Nous sommes d'avis que les systèmes résilients offrent la force, la souplesse, la rapidité pour répondre aux défis et des crises que nous avons survenues, mais aussi dans le futur, qui sont par définition imprévues. La capacité et les moyens de gérer leur impact direct et indirect et la sagesse nécessaire pour que le fruit de ces leçons tirées nous rende encore plus forts et agiles. Un système résilient est plus que souhaitable pour tous, pour les gouvernements, pour les professionnels de la santé, pour les chercheurs et surtout pour les patients. Nous partageons tous une vision d'un meilleur système de santé, non seulement plus résilient, mais même antifragile, dans une nouvelle normalité post-pandémique. Dans le continuum de la résilience, il y a d'abord des systèmes fragiles qui tombent comme un château de cartes avec le moins de changements ou choc à leur structure. Il y a de la résilience où un système robuste peut résister à quelques chocs et revenir comme c'était avant, mais demeurer agile. Et il y a un système antifragile qui devient en fait de plus en plus solide en anticipant les variabilités, les chocs au système et en apprenant et intégrant avec une amélioration continue. Donc, c'est vraiment cette amélioration-là qu'on souhaite voir à travers le Canada, mais aujourd'hui, on parle spécifiquement des impacts sur le Québec. Il y aura un avant et après la COVID-19 et on a vu que les excuses qu'on se donnait pour les inefficiences du système de santé ne valent plus. Le monde entier a vraiment vu à quel point les gouvernements de tous les pays pouvaient faire tomber les obstacles artificiels et bureaucratiques, pouvaient faire accélérer la recherche et le développement, ainsi que la mise en marché des innovations médicales qui pouvaient collaborer à travers les silos et les frontières comme jamais auparavant. Donc, on dira que c'est peut-être parce qu'il y a eu une crise, mais aussi, on a vu que quand il y a une volonté politique pour agir comme si la santé de leur population était la priorité numéro 1, on est capable de faire bien plus qu'on pensait qu'on pouvait faire. Donc, maintenant qu'on sait qu'on peut faire mieux et qu'on doit faire mieux pour rebâtir un système de santé plus résilient que jamais, il n'y aura plus d'excuses pour les délais, les iniquités, pour le dépistage, les diagnostics, les traitements, les chirurgies, pour le manque de données nécessaires pour prendre des décisions de santé publique éclairées basées sur des données, comme on a fait pendant la COVID, pour collaborer entre le public, le privé et les organismes sans but lucratif. Nous devons et pouvons délaisser la fragilité au profit de la résilience. Et aujourd'hui, nous avons un panel d'experts diversifiés et hyper intéressants qui discuteront de ces thèmes avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos panélistes. Dr. Jamil Assela,
oncologue médical au CUSUM. Dr Antoine Groux, directeur scientifique à l'unité de soutien SSA Québec. M. Vincent Dumais, directeur des partenariats communautaires à la Faculté de médecine, Université de Montréal. Mme Annie Perrault, directrice générale de Bio-Québec. M. Luc Lepage, président du CEPSA. Maintenant, on commencera avec une discussion avec Dr Jamil Assela, qui est un oncologue médical qui a travaillé à l'Institut Curie à Paris, qui a travaillé également à l'Université de Sherbrooke et l'Université de McGill comme professeur. Il est maintenant professeur agréé et oncologue médical au sein du Centre universitaire de santé McGill. Il est un des leaders de l'équipe OPAL et a été impliqué dans le développement et la mise en œuvre de ce portail patient innovant qui donne aux patients un accès immédiat à leur information médicale et personnelle. Il est président du comité scientifique exécutif du groupe McPick-Sirois et plus récemment, depuis la pandémie de COVID-19 au Québec, le Dr Assela a joué un rôle de leadership à travers son travail auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, contribuant à coordonner les efforts visant à mitiger les risques envers les patients atteints de cancer. Donc Dr Assela, selon votre expérience sur le terrain, quels ont été les impacts concrets de la pandémie sur le système de santé au Québec? Merci de me donner l'occasion de parler de ça. Je pense que les impacts, on va les voir dans le futur, mais on les voit aussi actuels. Moi, je pense qu'on a été, comme province, si on compare, il faut toujours se comparer pour dire ce qu'on a fait de bien et pas bien. Je pense qu'au Québec, on a été assez proactif dans la mise en place de recommandations pour sauver nos patients, continuer les soins et puis protéger notre système de santé. En revanche, je pense que ce qui n'a été un peu moins bien fait, c'est de dire aux patients, et surtout aux nouveaux patients, aux patients qui se présentaient avec des symptômes de cancer, que nous étions ouverts. Le fait qu'on a un peu dit le Covid, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, cette politique un peu qui était nécessaire, mais d'un autre côté, on aurait pu balancer peut-être, faire un message aux nouveaux patients, aux gens qui avaient des symptômes de cancer ou des symptômes de maladies chroniques ou même en cardiologie, ils ont les mêmes problèmes, de leur dire venez à l'urgence, venez à l'urgence. Les gens, à un moment donné, ils avaient peur de venir à l'urgence par peur d'avoir le Covid, alors que le cancer est bien plus grave que le Covid. Donc, ça a été vraiment le point noir, d'après moi, de cette stratégie. Et pouvez-vous nous conter un peu plus, qu'est-ce que vous avez vu en termes de l'impact du délestage? Est-ce que vous voyez des cas se présenter, par exemple, des personnes se présenter avec des maladies plus avancées qui auraient pu être dépistées? Est-ce que vous voyez les listes d'attente grandissantes? Comment vous vivez ça à l'hôpital? Et peut-être il faut dire aussi pourquoi on a fait du délestage. Je veux dire, il y avait des priorités. Autant on pouvait retarder des chirurgies de la hanche, autant des chimiothérapies, des chirurgies de cancer, on ne pouvait pas les retarder. Mais à un moment, on devait choisir. Donc le screening, le dépistage et tout, on a dû arrêter, faire des pauses sur des chirurgies de cosmétiques, plastique pour continuer les soins. Mais c'est sur l'impact de ce dépistage, on le voit, on n'a pas encore des chiffres, mais on voit qu'à peu près, moi dans mes cliniques, si je prends juste mes cliniques au quotidien, je vois que ma population a des stages beaucoup plus avancés que ce que je voyais il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est sûr que ça nous inquiète. Mais cet impact-là, on va avoir les chiffres dans quelques années. Mais c'est très inquiétant de voir des patients beaucoup plus malades parce que quand ils sont beaucoup plus malades, leur survie est moindre, leur qualité de vie est moindre, il y a plus de douleurs, et c'est difficile à rattraper au niveau des chimiothérapies. Autant quand on a des stades précoces, on arrive à guérir nos patients, à donner moins de traitements. Autant quand les stades sont avancés, c'est très difficile. Et ça aussi, c'est un autre problème. Mais là, on n'arrive pas encore à mesurer cet impact-là. C'est ce qu'on va appeler les dommages collatéraux du COVID-19. Merci. Et pouvez-vous nous expliquer un peu, comme vous avez été aux premières loges de la réaction du gouvernement pendant la première vague, pouvez-vous nous expliquer un peu, parce que vous semblez dire que ça s'est bien passé pour protéger, par exemple, les patients qui étaient déjà dans le système de santé, les patients qui étaient soignés pour le cancer, par exemple. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'est mis en marche, cette coordination en cancérologie avec le comité cancérologie et COVID?
Oui, donc ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au départ, personne n'était expert. Donc, j'ai eu une conversation avec le président de l'AMOC, qui est l'Association des médecins hématologues-oncologues. Quand il m'avait proposé ce travail-là, je lui ai dit, mais je ne suis pas expert. Il m'a dit, mais qui connaît le Covid-19? Donc, c'était devant un peu une situation grave, parce qu'on avait vu des échos de l'Europe. Et puis, même si au départ, on disait, non, non, le Québec, on n'est pas comme l'Europe, on n'est pas comme l'Italie, on n'est pas comme la Chine, on savait que ça allait venir. Et donc, on s'est préparé, puis l'Association des médecins hémato-oncologues a très vite produit un guide de pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Séparer les zones froides des zones chaudes, protéger les patients, protéger les infirmières, protéger les médecins, avoir des équipes. Et puis, surtout, ne pas démobiliser les oncologues pour faire de l'étage COVID, parce que ça s'est passé comme ça. On a mobilisé tout le monde pour les déplacer et tout. Et nous, on ne voulait pas que les oncologues se déplacent. Donc, avec le ministère et l'Association des médecins spécialistes, tout a été très bien organisé. Ça a été un système pyramidal et c'est ça qui a un peu sauvé le Québec, c'est que tout était standardisé pour tout le Québec. Et ça partait d'en haut et ça allait vers tous les hôpitaux et tous les centres de cancérologie au Québec. Et le fait d'avoir fait une stratégie forte, homogène et standardisée, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas content d'avoir un peu des ordres, parce qu'on aime bien dans notre pratique cette liberté, mais face à l'inconnu, tout le monde, les plus jeunes et beaucoup de médecins et d'infirmières et de paramédicaux avaient ces guides de pratique. Donc, on savait qui prioriser en matière de cancer du sein, cancer de la prostate, cancer du côlon, parce qu'on a fait des guides en fonction de toutes les spécialités et on les a ramenés très vite sur le terrain. Et par rapport même à la France qui était en avance, on a partagé nos guides avec d'autres pays pour leur dire voilà ce qu'on a fait et ça donne des résultats. Mais on était en échange permanent avec l'Europe, avec les États-Unis et avec les autres provinces pour savoir. Mais on a été honnêtement peut-être les plus touchés au départ et c'est peut-être pour ça qu'on a été au Canada les plus proactifs. Excellent, merci. Donc, vous avez noté la stratégie forte et standardisée, une mobilisation rapide et une protection de certains soins comme en oncologie et l'échange vraiment régulier avec les autres au-delà de nos frontières, en fait, avec l'Europe, avec les États-Unis. Donc, si c'était à refaire, si on avait une autre crise dans 5 ans, vous avez noté ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a appris, qu'on devrait garder pour éviter des bris de service ou de délestage? Je pense qu'on a tous les outils sont là, et puis grâce à la vaccination, on espère, on sait maintenant développer des vaccins, donc ça a été vraiment la grande avancée. Et puis, moi, je pense l'erreur, enfin, ce que je n'ai pas aimé, c'est vraiment l'oubli des nouveaux patients. Je veux dire, tout le monde était formé avec toutes les mêmes questions. Avez-vous voyagé depuis 14 jours? On avait oublié les symptômes des maladies graves, des maladies cardiovasculaires, des maladies en oncologie et tout. Et la population a tardé à consulter. D'une part par peur, eux-mêmes ils avaient peur d'avoir le Covid, donc ils ont tardé à venir à l'hôpital, et d'autre part peut-être par la peur de dire non, non, ils sont fermés, il n'y a pas de médecin, tout le monde fait du Covid, il n'y a plus personne qui fait de l'oncologie. Or, c'était une idée fausse parce qu'on n'a jamais fermé les hôpitaux, on a toujours travaillé. Mais il y avait médiatiquement, on sentait qu'il n'y avait que la Covid dans le monde, il n'y avait plus rien d'autre. Donc ça n'a pas été bien balancé. Merci, Dr. Assela. Effectivement, la Coalition Priorité Cancer et même l'Association des oncologues médicaux et hématologues du Québec participent à une campagne qui s'appelle Nouvelle Normalité, même cancer, qui essaie de vraiment encourager la population à revenir voir leur médecin de famille, se faire dépister et vraiment un peu atténuer cette peur d'aller se faire voir et de vérifier leurs symptômes à cause de la COVID. Donc, merci beaucoup. Dr. Assela, est-ce que d'autres panélistes voulaient ajouter à ces thèmes-là? Je sais que également, il y a un commentaire d'une patiente partenaire très engagée qui mentionne également, je sais que Dr. Assela, vous êtes aussi impliqué dans la recherche clinique. Est-ce que vous pouvez aussi parler de l'impact de la COVID sur la recherche clinique, notamment en oncologie? Oui, ça a été une grande question parce que c'était dans la question comment l'hôpital, le système de santé au Québec avait besoin de ressources.
mais on ne voulait pas stopper la recherche, mais on voulait limiter, on voulait donner nos ressources à la priorité qui était le COVID. Donc, c'est sûr que pendant la première phase, jusqu'au mois de juin, on n'a pas ouvert de nouveaux protocoles. Mais les protocoles intéressants qui avaient un impact sur nos patients, on a continué à recruter des patients. Mais c'est sûr que tous les protocoles où il y avait de l'observation ou qui n'avaient pas un grand impact clinique sur nos patients, on les a mis en hold, on les a arrêtés. Et puis, on a arrêté les nouveaux protocoles. Jusqu'au mois de juin, où la situation s'est améliorée, on a pu récupérer nos équipes et redémarrer la recherche. On a eu quelques mois, c'est vrai, où on n'a pas pu faire de recherche. Mais maintenant, tout recommence à bien aller. Merci. Oui, on a vu effectivement une grande variabilité à travers le Québec dans des centres qui avaient complètement fermé tout genre d'études cliniques et d'autres qui avaient gardé certains qui voyaient comme vraiment une option thérapeutique pour leurs patients. Mais heureusement que ça s'est réouvert en juin. Monsieur Lepage, est-ce que vous aviez un commentaire là-dessus? Non, ça va. C'est très clair, merci. Moi, je pense que si je peux me permettre, il faudrait aussi revisiter tout la télémédecine parce que la télémédecine nous a beaucoup aidés, mais mesurer les effets secondaires des traitements et tout en télémédecine, je peux vous dire, c'est un cauchemar. Les patients peut-être sont trop gentils, ne se plaignent pas au téléphone. Alors que juste le fait de voir, on voit qu'il y a une réaction au niveau de la peau, on arrête. Donc, on n'a pas su mesurer certains effets secondaires et certaines nouvelles anomalies au niveau de nos patients. Donc, la télémédecine, j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que des visites en vrai. Merci. Oui, effectivement, on sait que, et d'ailleurs, Dr. Marie-Pascale Pommier, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu se joindre malheureusement, mais elle et son équipe regardent les impacts de la télémédecine et on voit que beaucoup de professionnels s'y intéressent parce que c'est sûr que ça a été un avantage pour les patients, mais en même temps, on doit vraiment vérifier maintenant dans quelle situation c'est une valeur ajoutée et dans quelle situation c'est peut-être à reconsidérer. Monsieur Dumais, est-ce que vous aimeriez rajouter? Oui, juste pour aller justement dans ce sens-là, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas reculer sur la télémédecine, il faut engranger je dirais, les progrès incroyables qu'on a fait en quelques semaines, quelques mois. C'est sûr que ça a été fait de façon un peu chaotique, mais je pense qu'actuellement, il y a des exercices qui sont en train de se mettre en place pour formaliser, puis justement s'assurer qu'on va être dans la spécificité, puis qu'on va savoir, qu'on va être capable de regarder avec les patients et les cliniciens quels sont les bons moments pour utiliser tel ou tel outil. Et puis, aussi, les trajectoires de télémédecine, de télésanté vont permettre éventuellement aussi l'introduction peut-être de nouveaux outils d'apprentissage ou de développement des compétences pour les patients. Donc, il y a quand même, au même titre que dans l'optique d'Opale d'ailleurs. Donc, je pense que c'est à la fois effectivement chaotique, mais c'est très prometteur. Maintenant, il faut véritablement structurer la chose et le faire en étroite collaboration avec les patients et les familles. Mais j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers ça d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup. Peut-être dernière question pour vous, Dr. Assela. Est-ce que vous avez des exemples de meilleures pratiques en oncologie dans d'autres systèmes de santé dont le Québec pourrait s'inspirer? Par exemple, vous avez mentionné la France ou autre. Est-ce que vous avez vu d'autres pays ou d'autres territoires qui ont fait vraiment des bonnes pratiques desquelles on devrait s'inspirer? C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où la cancérologie, ce sont des centres de cancérologie détachés des hôpitaux. Nous, au Québec, le fait qu'on est dans un hôpital général, on a subi les impacts, tandis que les autres centres, dans d'autres pays, en France, ils ont fermé leur centre de cancérologie, ils ont dit que c'est une zone froide, personne ne peut rentrer, donc ils ont protégé les patients, le personnel, ils ont pu travailler normalement au quotidien. Nous, on a dû s'isoler de l'hôpital, on a fait notre zone froide dans la centre de cancérologie, mais ça a été moins facile que si on avait un immeuble, juste la cancérologie, où on met de la sécurité en bas et c'est fini. Là, le fait d'avoir vraiment beaucoup de liens avec l'hôpital général, c'était plus complexe. Donc, peut-être aller vers un système comme ça, oui et non, mais bon, il y a les avantages aussi d'être dans un hôpital général, peut-être être proche d'un hôpital général pour toutes les urgences
et les effets secondaires, mais avoir un centre où on peut protéger nos malades immunosupprimés de manière générale au quotidien, ça serait peut-être plus intéressant. Merci beaucoup. Donc, on continuera avec Dr. Antoine Groulx, qui est médecin et gestionnaire de formation. Il est notamment président du Collège québécois des médecins de famille et occupe la fonction de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé dans le passé, où il œuvre à l'intégration des services de proximité, à la réflexivité des données et l'autonomisation des citoyens, décideurs et cliniciens. Il est professeur titulaire à l'Université de Laval, où il conjugue aujourd'hui ses activités cliniques d'enseignement et de direction de l'Alliance Santé Québec et à celle de direction scientifique de l'Unité de soutien SSA du Québec. À tous ces niveaux, il œuvre à l'émergence d'un système de santé durable québécois apprenant et avec et pour les patients et les ressources humaines qui l'animent. Donc, Dr. Antoine Groulx, bienvenue. On parlait maintenant de meilleures pratiques en oncologie, mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on tente de changer ou de transformer les systèmes de santé actuels et particulièrement en oncologie? D'abord, un grand merci pour cet accueil sur ce panel. Je trouvais intéressant les commentaires de Dr. Asseya. Je trouvais que c'était en phase avec ça. Et je pense que juste dans ses propos, il témoignait avec éloquence qu'on peut faire mieux, qu'il y a des choses qu'on doit changer, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner comme elles fonctionnent actuellement. Il a donné une perspective d'oncologue, donc de clinicien dans ce réseau-là, qui a connu beaucoup d'insatisfaction, qui a vu un paquet de défis émerger, notamment dans le cadre de la pandémie, mais il y avait des enjeux qui étaient présents aussi avant, j'en suis convaincu. C'est un peu la même chose de ce qu'on entend des patients et des patientes. Moi, je travaille encore comme clinicien en service de proximité dans une clinique médicale. En matière d'oncologie, les patients, on est loin d'être au beau fixe. Ils ne sont pas particulièrement heureux d'un ensemble d'éléments qui pourraient certainement être mieux organisés, orchestrés, intégrés, notamment. Pour ne nommer que quelques exemples, la trajectoire en soi en oncologie est excessivement fragmentée. Donc, on l'a vu, la pandémie a exacerbé cette fragmentation, a créé des espaces morts, des espaces vides où littéralement les gens ne consultaient plus. Dr. Asseya évoquait le fait que les patients n'allaient plus aux urgences. Ils ne venaient plus non plus dans nos bureaux. C'était inouï de voir à quel point on voyait les patients qui ont effectivement des problèmes chroniques, qui avaient même eux avaient espacé un peu leur consultation. Les patients avec des problèmes nouveaux ou des symptômes qui autrement les auraient alertés très précocement et les auraient amenés dans nos cabinets, ne pas venir nous voir. Et d'ailleurs, on a eu au cours de l'été qui vient de passer une débâcle assez préoccupante et inquiétante à l'égard de ces symptômes de maladies chroniques en devenir ou de maladies oncologiques en devenir. Et c'est un problème qui traduit donc cette segmentation, cette fragmentation. Alors, l'intégration des trajectoires, énorme problème en oncologie. Outre le fait que 800 000 patients au Québec, et c'est sur toutes les tribunes depuis des mois, sont toujours sans médecin de famille et doivent se rabattre sur des urgences ou des cliniciens qu'ils ne connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Très bien. Donc, au-delà de ça, il y a dans cette absence de continuité ou de suivi des trous béants entre les services de proximité et les services hospitaliers, par exemple, ou d'oncologie, comme ceux dans lesquels travaille le Dr. Asseya. Un patient chez qui on va dépister un cancer, typiquement, va tout d'un coup être aspiré dans une machine oncologique où, fort heureusement, typiquement, les services sont assez bons. En tout cas, moi, je travaille dans la région de la Capitale-Nationale. Je dirais que quand un patient, que ce soit un cancer du sein, cancer de l'intestin, cancer prostate ou cancer fréquent, la prise en charge oncologique est extrêmement efficace, mais très peu attachée avec les services de médecine de famille. Typiquement, nos patients avec des problèmes de cancer disparaissent pendant 1, 2, 3, des fois 5 ans. Et là, on rattrape d'autres enjeux, notamment associés à leur maladie chronique, dont les oncologues n'ont pas nécessairement ni l'intérêt ni la compétence de s'intéresser. Et on fait du rattrapage aussi. Alors là, les patients le réalisent. Puis bon, alors ça, c'est un problème en soi qui est assez majeur. Et d'autre part, il y a un enjeu d'inclusion
sous une forme partenariale des patients, je pense, dans ce système qu'on doit changer. Le docteur Assayas parlait des enjeux qui étaient perceptuels. Hein. Les médias traduisaient des informations à l'égard de la COVID, ou du moins les citoyens interprétaient des informations, n'allaient pas consulter, n'allaient pas. On n'est pas très bon dans la transparence de ce qui se passe, dans la vulgarisation de l'information, d'en mettre les patients à bord, les patientes dans la réflexion de où, comment consulter. Alors, on a beaucoup géré ça très top-down, effectivement. Ça a une valeur, ça a permis d'agir très rapidement, mais on n'était pas très près d'une collaboration avec les citoyens et ça fait en sorte que ce dialogue autour des patients qui avaient des diagnostics de maladies oncologiques ou alors qui avaient un potentiel d'avoir des symptômes et donc d'être affectés par des problèmes de cancer, n'ont pas été tellement dans la boucle. Et puis, voilà, se retrouvent donc dans une position de très, très sick role, très isolé, où on sait ce qu'on va faire pour vous une fois qu'on l'a identifié, puis on va vous accompagner. Alors, peu de dialogue, puis peut-être que M. Dumais pourra enrichir là-dessus. Il a une expertise extraordinaire à cet égard. Dans les faits, il existe des initiatives intéressantes qui ont témoigné qu'on peut faire mieux aussi. Donc, au-delà de ça, je pense Vincent Dumais évoquait la question d'Opal là, rapidement tout à l'heure. Mais Opal, c'est une extraordinaire invention de communication, un outil de communication entre les patients en oncologie, notamment, dans d'autres secteurs aussi, mais en oncologie, et les prestataires, les cliniciens, les équipes soignantes en onco. Quel bel exemple d'une capacité de changer les choses pour améliorer la trajectoire, parce que quand on suit la patiente ou le patient, eh bien, je pense que comme ça, on intègre déjà beaucoup plus facilement nos services d'une façon beaucoup plus efficace et certainement plus porteuse dans ce contexte difficile qu'on a vécu. Là. Voilà. Merci beaucoup de clarifier ces points-là. Maintenant, vous, et certainement, M. Dumais va renchérir tantôt, mais en attendant, vous êtes expert et vous menez l'unité de soutien de système de santé apprenant. En quoi les forces d'un système de santé apprenant peuvent soutenir cette transformation vers un système de santé résilient? En fait, assez simplement, commençons par définir ce que c'est qu'un SSA, un système de santé apprenant. Pour le définir très simplement, c'est un peu ce que chacun de nous faisons à tous les jours quand on trouve que quelque chose ne va pas bien ou qu'on veut que quelque chose aille mieux. On se pose la question, on identifie ce besoin-là, puis on commence à mesurer soit ce qu'on fait par rapport à ce qu'on voudrait faire ou soit essayer de mesurer ce qu'on fait tout court. Et sur cette mesure et l'analyse de ces données, bien, on apprend, on réalise qu'on fait quelque chose de telle ou telle façon et qu'on pourrait le faire mieux. Et de cet apprentissage, bien, on amène un changement, on transforme notre façon de faire et ensuite on peut remesurer cela, puis reanalyser ça. Et c'est ce qu'on fait finalement comme humain à tous les jours. C'est comme ça que l'humanité a évolué, ce caractère apprenant, là, d'apprendre, mais plus on se mesure, plus on est capable de le faire avec justesse, avec précision, et plus on le fait avec tous les acteurs qui sont concernés par le changement en question, plus on est performant dans l'activité du changement. En gros, un SSA, ce n'est pas vraiment plus compliqué que ce cycle apprenant. C'est un cycle apprenant qui est réalisé d'abord et avant tout en s'appuyant sur un partenariat fort avec tous les acteurs. En l'occurrence ici, dans le réseau de la santé et des services sociaux, vous comprenez que les patients, le public sont un partenaire clé. Hein? Ce n'est pas pour eux seulement qu'on travaille, mais on travaille avec eux pour le faire. Et deuxièmement, on s'appuie très fortement sur la science des données, donc sur une mesure de choses précises, de choses claires qui nous permettent de bien comprendre ce qu'on fait, de bien valoriser ces données. Et puis enfin, dans un système apprenant, on travaille beaucoup à l'accompagnement parce que c'est beau de dire aux gens ne fumez pas, ne buvez pas, c'est meilleur pour votre santé, vous aurez peut-être moins de cancer. Bien, malheureusement, ça n'arrive pas. Les humains ne sont pas comme ça, ils ne changent pas tous. Souvent, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus là-dedans. Et dans la philosophie d'un système apprenant, cette composante d'accompagnement, de gestion du changement, d'implantation finalement d'une innovation qui émane de l'analyse des données, bien, est au cœur de ce qu'on peut faire. Donc, comprenez que vous disant ça, ce que c'est un système de santé apprenant, puis voyant un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a plusieurs corrélations. Tout le partenariat devient clé. Je pense que le partenariat qui est véhiculé par cette approche apprenante est au cœur d'une amélioration de la dynamique en cancéro. De plus,
il va de soi qu'un partenaire patient dans la boucle va beaucoup plus être à même de nous amener à nous intéresser à une trajectoire en oncologie, une trajectoire qui ne commence pas aux urgences ou qui ne commence pas chez l'oncologue et même pas chez le médecin de famille. C'est une trajectoire qui commence au domicile du patient ou de la patiente. C'est là que ça commence avec des proches, avec la famille, les amis. Et puis, cette trajectoire s'étend ensuite dans l'ensemble des services préhospitaliers et puis de proximité, hospitaliers, puis oui, parfois des services tertiaires, et souvent, malheureusement, même en oncologie, et puis la réadaptation, puis on revient. Alors, cette trajectoire, le patient ou les patientes et les patients sont des intégrateurs fantastiques de cela. Et de cette manière, je pense qu'on a déjà là un très beau potentiel. Le deuxième élément que j'évoquais, celui qui porte sur les données. Alors, faut-il le dire à quel point, peut-être même en oncologie, on a des données comme on en a peu ailleurs, mais c'est encore très peu. Et la donnée en oncologie est encore extrêmement segmentée. Les données hospitalières sont à peu près inaccessibles aux services de proximité. Inversement, alors il y a une perte d'informations. Je suis certain qu'il y a un paquet d'oncologues qui n'ont même pas le portrait global des patients qui soignent. Ils sont très, très ferrés sur le volet oncologique du problème qui les amène, mais ils n'ont pas ni l'historique, ni les autres problèmes associés. Et dans certains cas, je suis persuadé que ça aura un immense avantage d'avoir ce partage d'informations. Alors, vous voyez que d'avoir les bonnes données, d'avoir des données qui se parlent et des données qui circulent aussi, tel qu'un système apprenant le préconise, serait vraiment clé pour améliorer les choses à cet égard-là. Toute la transparence dont on parlait, je parlais tout à l'heure d'Opal, qui peut devenir un outil de communication entre les cliniciens et les patientes et les patients. En même temps, un outil comme celui-là, ça peut devenir un extraordinaire vecteur de communication et d'intégration de ces trajectoires, donc entre les différents milieux, du domicile à la clinique médicale, à l'hôpital et ailleurs, et qui permettrait probablement aux patientes et aux patients d'être beaucoup plus sensibles dans une prochaine vague ou dans une prochaine pandémie à la valeur et à l'importance de leur suivi, du dépistage, du reste, alors de les garder finalement comme partenaires plutôt que de les mettre en marge comme on l'a malheureusement trop vu dans les derniers mois, presque années déjà. Merci. Donc, ce système de santé apprenant semble vraiment qu'on est sur la bonne piste, mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il nous faut pour parvenir à vraiment intégrer cette approche-là à plus grande échelle? Et qu'est-ce qui nous manque aussi pour avoir ces données-là dont vous faites allusion? En fait, on a beaucoup de facteurs en place qui sont très favorables à l'émergence de systèmes apprenants. Il y a un appétit pour ça. D'abord, les gens réalisent que ça ne va pas bien, hein, que ça pourrait aller mieux. On est tous d'accord que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes possibles. Ça, c'est probablement, Kotter dirait que c'est la première chose, le sentiment d'urgence de mieux faire. Là, je pense qu'avec la pandémie, on a eu cette pression. Les gens sont à bord. Regardez dans des conférences, je pense qu'il n'y a plus une conférence à laquelle j'assiste ou des panels comme ça où il n'y a pas un ou une patiente partenaire avec les savoirs que met à contribution des gens comme Vincent Dumez. Alors, il y a vraiment une volonté citoyenne, je pense, de s'engager davantage. On voit l'émergence de communautés citoyennes. On en fait vibrer une du côté de l'unité de soutien SSA, mais on voit émerger ces groupes, ces communautés qui ne sont plus seulement dans une perspective de réprimande ou ce ne sont pas des groupes de patients qui sont là pour chialer, c'est des gens qui veulent s'engager de plus en plus, qui veulent contribuer à changer les choses. Alors, il y a vraiment une modification dynamique, je pense, qui est perçue. Les cliniciens comme Dr. Assaya ou comme moi, on en a marre de voir que les choses nous nuisent dans notre travail pour bien faire notre travail professionnel avec nos patients. Alors, je pense qu'il y a à la base un sentiment d'urgence partagé qui est clé. Le deuxième élément, c'est que les gens reconnaissent de plus en plus la valeur des données. Hein? On a parlé du partenariat, mais la valeur des données, c'est très trendy. Mais au-delà d'être trendy, c'est très aidant, c'est très fonctionnel, c'est très soutenant pour cette amélioration. Puis on commence à disposer de plus en plus d'outils pour valoriser des données que nous n'avons pas encore du tout dans certains cas et pas beaucoup dans d'autres. L'intelligence artificielle, c'est super beau, mais l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes. Quand on les met sur un bureau, ça ne fait rien. Il faut les appliquer sur des données, puis ces données-là doivent être de qualité et doivent être en volume suffisant pour qu'on puisse l'utiliser. Alors, on entend abondamment parler d'intelligence artificielle, mais on est encore complètement constipé dans l'accès à nos données au Québec.
une circulation de données qui est difficile, avec une volonté encore là gouvernementale et de toutes les parties de pouvoir résoudre cette espèce de blocage entourant l'accès aux données. Le ministre a évoqué encore dans les derniers mois une volonté de présenter un projet mammouth là, qui permettrait de faciliter cet accès aux données. L'unité, quant à elle, a travaillé très fort avec les patientes et les patients pour utiliser la transparence. Je reviens à cette notion de transparence, pour utiliser la transparence pour faciliter la circulation des données, pour le faire de la bonne façon, de façon éthique et en total accord avec le point de vue des citoyennes, des citoyens, des patients en l'occurrence. Alors, je pense que tout ça, tant sur l'accès aux données qui est en train de se mettre en place, le cadre législatif qui sera éventuellement revu, l'apport citoyen accru avec une transparence accrue permettra sans doute d'avoir finalement tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner un tel système apprenant à même d'améliorer nos trajectoires de soins, en particulier en oncologie, je pense. Merci beaucoup. Donc, vous faites allusion à deux grands changements de culture. Un, c'est l'intégration des systèmes de santé apprenants et l'autre, c'est évidemment vraiment ce changement de paradigme avec l'accès aux données et l'importance des données en santé. Je me demande si les autres panélistes auraient des commentaires à dire là-dessus, M. Lepage. Je pense que… Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, Dr. Groulx, honnêtement. C'est à faire rêver d'entendre ce que vous dites. C'est de la musique à mes oreilles également. J'ai vu aussi, au CEPSAM, on a fait venir plusieurs conférenciers de d'autres pays qui nous ont entretenus sur justement cette question-là. Et ce qui avait été vraiment l'élément déclencheur d'un véritable changement dans le système de santé, et c'est justement la transparence des données. Entre autres, le Bureau de l'information qui s'est mis en place en Australie, créé et géré par un Québécois à l'époque. Et l'accès aux données a permis un choix éclairé des patients sur la qualité des soins, sur la qualité, sur la gestion des risques également. Alors, l'idée de rendre aussi le citoyen capable de prendre des décisions par rapport à son choix de médecin, son choix d'hôpital, de service, dans le fond, c'est sa santé. Alors, cette possibilité-là fait en sorte qu'au-delà de, effectivement, quand vous dites la circulation de l'information entre les experts va certainement aider à avoir une vision plus globale, un parcours de client qui est peut-être un petit peu plus intégré. Mais ce qu'on entend de la part des patients souvent, c'est le fait qu'ils sont un peu… En oncologie, c'est moins pire, mais dans d'autres secteurs d'activité, ça peut être extrêmement difficile de se retrouver dans le parcours comme tel entre les intervenants. Puis évidemment, j'ai en tête les personnes âgées. C'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quand même important comme clientèle. Ils sont souvent démunis par rapport à cette possibilité-là. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur l'idée de comment on pourrait transformer le système québécois dans un système transparent dont la population aurait accès aux données sur la performance, sur la qualité, sur la gestion des risques, sur l'efficacité, dans le fond, à la fois des professionnels de la santé, mais à la fois aussi des systèmes comme tel. Je vais vous retourner la musique que vous avez entendue. Votre question en soi et votre intérêt traduit le même sentiment d'enthousiasme chez moi qu'il semble susciter chez vous et j'espère chez d'autres. Dans les faits, ce qui est triste, et pour avoir j'ai été quelques années au ministère de la Santé et des Services sociaux, notre principal enjeu en ce moment, je ne suis pas certain que c'est tant la transparence. Le colloque auquel on est allé récemment me témoignait que tout le monde est prêt à la transparence, les citoyens au premier plan, évidemment, en particulier quand ce sont leurs données et non pas celles des docteurs ou du gouvernement. Alors, ils sont tout à fait prêts, mais étonnamment aussi, les partenaires gouvernementaux et d'autres instances avec qui on a parlé, je vous dirais peut-être les cliniciens un peu moins, ironiquement. Il y a toujours une petite peur de la transparence chez les cliniciens qui persistent encore, mais globalement, pas mal tout le monde est d'accord que la transparence, c'est une bonne idée. Ce qui est très ironique, c'est qu'actuellement, même si on voulait être transparent, on n'aurait pas de données à mettre sur la place publique. Quand j'étais au ministère, où là, on peut dire, le ministère a toutes les informations, toutes les données, vous n'avez pas idée à quel point le ministère gère avec un demi-œil ouvert, avec des données parcellaires, fragmentées, non intégrées. Puis je suis sûr que le Dr. SCR pourra confirmer la chose.
Je peux difficilement imaginer, moi j'ai quitté le ministère avant la pandémie, je peux difficilement imaginer la pression atroce qu'a dû induire cette pandémie devant le désert de données que nous avons actuellement ou des données complètement éclatées qui ne se parlent pas, qui ne sont pas corrélées. Je vous dis, le jour où on aura les bonnes données, et ce jour-là s'en vient, je pense qu'on y travaille, puis de plus en plus de gens s'y consacrent, le jour où on aura ces données, je pense que la transparence, rendue là, je pense que ça va être le bout facile. C'est aussi ironique que ça. Et pour parler même de moyens très concrets, pensons à Carnet Santé Québec, qui est une extraordinaire invention, d'ailleurs à laquelle plusieurs partenaires patientes ont participé, dont Vincent Dumès. Cette invention-là est la moins pire façon d'authentifier un citoyen du Québec en ce moment. Et cette authentification nous permet de lui partager des informations sensibles sur sa santé. Mais imaginons en faire un portail de consentement à la recherche, au partage de données, un environnement, c'est une fenêtre citoyenne sur le dossier Santé Québec qu'on a développé à grands frais, à grand intérêt. Alors, les moyens, on les a. On a déjà ce coffre-fort. Les cliniciens, par leur dossier électronique, ont déjà accès à voir ce coffre-fort. Les citoyens ont déjà accès. Alors, on est à rien. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de données là-dedans. Il y a des données de médicaments, il y a des données on est capable de savoir qu'un docteur a facturé la dernière visite. Je sais, c'est d'un désintérêt. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être intéressant dans certains cas, mais globalement, ce n'est pas une donnée qui a une grande valeur clinique pour le citoyen. Là, on s'entend, si on veut être incriminant, oui, mais ce n'est pas ça que les citoyens veulent. Ils veulent s'exprimer sur la circulation des données, ils veulent s'exprimer, ils veulent comprendre leurs problèmes de santé. On a encore l'odieux de les faire attendre 30 jours avant de leur donner leurs résultats de santé, les patients sur le carnet de santé. Mais bref, les moyens sont là, les gens sont prêts. Je pense que la prochaine étape, c'est de les faire, ces données-là, de les colliger correctement. Et on dispose même d'extracteurs pour le faire. L'unité a d'ailleurs développé un extracteur qui s'appelle PARS-3, qui est un système d'extraction et de structuration de données fantastique, qui est sur le banc de certification du gouvernement depuis 1 an et demi pour pouvoir passer les barrières de sécurité puis enfin pouvoir faire sa job. Mais quand ça va partir, on va en avoir des données. Merci beaucoup, Dr. Groulx. Et j'inviterai les participants à mettre leurs questions dans les questions et réponses dans le menu d'en bas et on va pouvoir y revenir à la fin. Mais je sais que Dr. Assela et Annie Perrault voulaient renchérir un peu sur les commentaires du Dr. Groulx. Dr. Assela, allez-y. Oui, moi, je trouve que c'est passionnant comme discussion. Et puis, juste parce qu'avec OPAL, on a eu beaucoup de discussions avec les échanges de données, puis même le portail patient. Il y a des informations qui n'ont pas d'impact clinique, mais qui font peur aux patients aussi. Quand il y a un CT scan à 2 mm sur un patient qui est suivi depuis 4 ans, une lésion pulmonaire et tout. Donc ça fait une pression sur le système de santé. Donc, il y a aussi ce côté très beau de donner accès, d'avoir des données, mais aussi, il faut voir expliquer les données aussi. Donc, avec Opal, on a fait beaucoup ça, expliquer quelles données on donne et quel est l'intérêt d'avoir ça. Donc, c'est juste un peu ce bémol dans les données, mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose où il faut travailler. Peut-être juste là-dessus, un petit mot pour dire qu'il existe actuellement, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous en êtes là, du projet Opal, mais c'est extraordinaire ce qui est fait là-dedans en vulgarisation. Donner de la donnée comme ça, sans explication, c'est comme présumer que tout le monde a fait un cours de médecine, puis c'est débile. C'est évidemment que ce n'est pas le cas, puis ce n'est pas ce qu'il faut. Mais donner des informations avec des explications sommaires ou complexes, ça peut se faire même sur des bases, entre autres les Américains le font avec des systèmes d'intelligence artificielle, justement, qui sont capables d'interpréter, de traduire des laboratoires, des imageries dans un langage intelligible pour un citoyen qui n'a pas un cours de médecine. Alors ça existe déjà en anglais. Ça n'existe pas encore en français à ma connaissance, mais ça ne saurait sans doute tarder. Et ça, c'est un très bel exemple de l'essentiel caractère vulgarisé de la transmission d'informations, tout à fait. Moi, quand je reçois des labos de mes patients, le jour où je le reçois, évidemment, je le renvoie par le portail, mais toujours avec explication. Voici votre bilan. Ce que vous voyez en rouge là, ne vous inquiétez pas, c'est tout beau pour moi. Alors, ce type même simple d'explication évite les catastrophes qu'évoque Dr. Assela, qui sont très préoccupantes ou poignantes pour les patients parfois. Absolument. Et j'ajouterais qu'au lieu de juste assumer que les patients ne sont pas prêts à recevoir leur propre information, comme on fait actuellement, cette étape-là de juste vulgariser et rassurer et de laisser le choix aux patients de décider quel niveau d'information ils vont recevoir, déjà de juste faire cette demande-là. Il y a des personnes qui veulent tout savoir, il y a des personnes qui préfèrent savoir juste le minimum nécessaire.
mais ne pas prendre pour acquis qu'on sait déjà ce que la personne veut. On peut vraiment traiter les personnes comme des humains et comme des personnes qui ont le droit de prendre des décisions sur leur propre santé. Annie Perrault, vous pouvez renchérir et ensuite on va passer au prochain thème. Ben, en fait, Eva, je sais que le temps passe vite. Là, j'ai vu dans le chat qu'il faut passer à l'autre thème, mais je vais aborder, moi, la question de l'accès aux données, mais du point de vue des entreprises en recherche et développement, du point de vue des entreprises en intelligence artificielle santé. Certaines sont membres chez nous à Bio-Québec. Donc, je constate à quel point c'est majeur et important pour le praticien, pour les patients, mais vous allez voir tout à l'heure quand je vais parler en amont de la recherche, de l'importance de la recherche dans l'innovation, de l'importance de l'accès aux données et du partage des données pour pouvoir accélérer cette recherche-là. Donc, je l'aborderai tout à l'heure avec toi. Parfait, merci beaucoup, Annie. En fait, on va tout de suite enclencher avec le prochain panéliste que plusieurs d'entre vous connaissez certainement. C'est M. Vincent Dumais, qui est reconnu vraiment comme un des leaders du partenariat avec les patients, non seulement au Québec, là, mais même mondialement. Monsieur Dumais, avant de continuer, excusez-moi, on voulait un peu briser la glace et savoir d'où vous venez, vous, participants. Est-ce que vous êtes association de patients ou organisme sans but lucratif, professionnel de la santé, patients survivants ou proches aidants? On vous a permis aussi de cocher plusieurs cases parce qu'on est multidimensionnel, on porte souvent plusieurs chapeaux. Donc, juste pour avoir une idée à peu près de qui est présent dans l'audience. Aujourd'hui, on est presque 90 personnes. On avait 122 personnes inscrites. Donc, je vous donnerai quelques secondes de plus pour remplir ça. Et en attendant, je vais présenter M. Dumais. M. Dumais est directeur des partenariats communautaires et co-directeur à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal et directeur des partenariats communautaires au Centre d'excellence pour le partenariat avec les patients et le public. M. Dumais est une personne atteinte de 3 maladies chroniques depuis plusieurs décennies et de ce fait, grand usager des services de santé, donc il connaît ça. M. Dumais s'est engagé activement dans la promotion du concept du patient partenaire et c'est notamment illustré dans son mémoire de maîtrise, mais aussi par son intérêt pour la formation des patients, par son action au sein des différents organismes communautaires et par sa participation comme conférencier dans plusieurs colloques et forums nationaux et internationaux. En octobre 2010, M. Dumais devient le premier directeur du nouveau bureau d'expertise des patients partenaires de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Depuis l'été 2016, M. Dumais co-dirige désormais le nouveau centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public de l'Université de Montréal. Et dans les derniers mois, il accepte le poste de directeur partenariat communautaire au sein du vice-décanat aux sciences de santé de l'Université de Montréal. Et également, je vous dirais qu'il a aussi été très impliqué dans tout ce qui était partenariat avec les patients pendant la COVID. Donc, merci de participer à notre sondage et je vais passer la parole maintenant à M. Dumais. Donc, M. Dumais, pouvez-vous nous parler un petit peu de comment les patients partenaires contribuent à rendre le système de santé plus résilient? Dr. Groulx en a parlé un petit peu plus, mais vous qui avez vécu ça vraiment au front là, de la pandémie, comment vous avez constaté l'implication des patients partenaires dans l'amélioration des soins? Peut-être, avant de revenir sur la question de la pandémie, peut-être un état des lieux du partenariat patient au Québec. Je pense qu'on est un des endroits dans le monde où quand même le déploiement est un des plus avancés, même s'il reste encore beaucoup à faire. Moi, je pars du principe qu'effectivement, l'engagement de plus en plus important de citoyens à l'intérieur des processus d'évolution, d'amélioration continue, que ce soit des soins, que ce soit au niveau des processus de recherche ou d'enseignement, bien entendu,
permet de créer des ponts salutaires avec la population et donc, par définition, rendre le système plus poreux et plus résilient. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais donc, on est vraiment, je pense que la question du patient partenaire, du partenariat patient est vraiment au cœur de cette question de la résilience, que d'ailleurs, les patients, on connaît très bien. On est par définition résilient. Donc on est à la fois des sujets et des acteurs de résilience, notamment qu'on est impliqué dans les systèmes de santé. Aujourd'hui, au Québec, on a quand même un déploiement très large. Donc, chaque CICESUS a son bureau du partenariat patient où la sémantique va changer avec un engagement quand même de plus en plus systématique, donc des patients dans les orientations stratégiques des établissements, dans des démarches d'amélioration continue de la qualité, dans les soins directs avec des approches de patients accompagnateurs qui d'ailleurs se développent beaucoup, qui avaient commencé en santé mentale beaucoup avec les concepts de pérédance, puis tranquillement aujourd'hui qui se déploient beaucoup dans la santé physique avec des terrains très intéressants d'expérimentation, notamment en oncologie. Donc, bien entendu, si on prend je dirais, le volume des patients partenaires impliqués aujourd'hui à l'échelle du Québec, certainement entre 4 et 500 personnes impliquées activement dans les différents établissements de santé. La proportion de personnes vivant avec un cancer ou survivant de cancer est extrêmement importante. Il y a un engagement très, très fort en la matière, certainement relié, comme le disait un peu Antoine aussi, et donc à un désir d'amélioration, d'optimisation des parcours et des trajectoires. Alors, une des constats d'ailleurs qu'on a pu faire dans les dernières années de façon assez évidente, c'est que si on veut parler sérieusement d'amélioration continue de la qualité dans une perspective de trajectoire et qu'on se prive des patients et de leurs familles, en fait, on n'arrivera jamais à reconstituer la trajectoire puisque la seule personne qui a une vue systémique de cette trajectoire sont les patients et leurs familles, notamment dans les zones extrêmement délicates de transition entre les soins. Antoine aussi on a parlé. Donc on a appris aussi jusqu'à quel point les savoirs des patients étaient essentiels à une compréhension plus globale du réseau de la santé. Et comme d'ailleurs, on a compris aussi à quel point l'implication des patients dans leurs propres soins aussi donne une vision plus globale de la compréhension des solutions éventuelles à leurs problématiques de santé. Donc, des progrès dans les établissements. Dans les établissements, on a beaucoup de PDG aujourd'hui qui sont très engagés dans cette démarche-là, qui y croient beaucoup. Il reste encore du travail. Là, on sort des phases de pilotage, on est dans des phases de déploiement. C'est assez irrégulier au Québec. Là, il y a des endroits, c'est beaucoup plus développé, des endroits un peu moins, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Bien entendu aussi en recherche, donc l'unité de soutien SSA, qui s'appelait l'unité de soutien de la recherche axée sur les patients lors de ces 5 premières années de vie, a beaucoup contribué au développement des capacités d'engagement des patients dans la recherche, notamment en soins de première ligne, mais aussi ailleurs. Et puis, en enseignement, beaucoup de patients formateurs aujourd'hui engagés dans nos facultés de médecine. Ça avait commencé peut-être plus particulièrement à l'Université de Montréal, mais aujourd'hui, la plupart des grandes universités québécoises et canadiennes ont embarqué dans la démarche. Élément intéressant aussi, c'est que maintenant, ça rentre aussi, c'est intégré dans les mécanismes de régulation, dans les régulateurs. Donc, Agrément Canada, par exemple, qui bien entendu, depuis quelques années, on a eu la chance d'accompagner Agrément Canada, le centre d'excellence, pour développer ses capacités de partenariat patient. Aujourd'hui, la notion de partenariat patient est totalement intégrée dans les standards. À mon avis, un des éléments les plus importants d'Agrément Canada la dernière année a été la modification même de la définition d'équipe de soins, qui maintenant reconnaît le patient comme membre à part entière de l'équipe de soins, donc comme un acteur de soins, ce qui est majeur en matière de… Ce n'est pas juste symbolique, là, c'est très concrètement important. Donc c'est ça, donc une belle évolution, ce qui permet finalement à un système de santé aujourd'hui qui est un peu plus conscient de lui-même, on va dire ça comme ça, que ce soit les professionnels, que ce soit les décideurs, soit même les patients et leurs familles. Il y a plus d'ouverture, hein, on apprend ensemble à évoluer, à faire évoluer, à résoudre des problèmes, à trouver des solutions
Donc ça, c'est extrêmement important pour justement de développer une capacité d'adaptation plus importante. Hein, c'est le principe même de la résilience. Mais aussi d'être plus efficace et plus performant. Et là, on le voit aussi dans le cas des systèmes de santé apprenants, les patients deviennent des acteurs de performance. Hein. Souvent, on disait, oui, mais humanisation des soins ne vient pas avec performance. Aujourd'hui, c'est très clair que les deux vont très, très bien ensemble. Alors, donc, des pas majeurs et qui nous ont aidés aussi éventuellement au Québec à jouer un rôle, à avoir des patients qui ont joué un rôle pendant la crise de la COVID, ce qui n'a pas été le cas dans la grande majorité des pays dans le reste du monde. Merci. Alors, en parlant de la COVID et les patients partenaires, merci de nous avoir donné ce survol parce que c'est peut-être pas tous les participants qui sont au courant de l'approche du partenariat avec les patients et donc, tout le travail que vous faites au Centre d'excellence de partenariat avec le public et les patients, c'est vraiment majeur l'impact que ça a eu dans notre changement de culture. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de concrètement comment les patients partenaires ont contribué à la gestion de la crise de la COVID-19 au Québec? Alors, oui, je vais vous donner quelques exemples. Quand même, en toile de fond, Eva, je veux quand même réinsister que généralement, de façon globale, au niveau des pays occidentaux, l'engagement des patients pendant la période de la crise a été un échec assez dramatique. Donc, on avait une capacité, des mécanismes en place qui ont été totalement arrêtés. Hein, on l'a vu aussi dans certains CICESUS au Québec, totalement arrêtés, alors qu'on avait les courroies de transmission justement dans des situations difficiles comme des problèmes de continuité de service, des enjeux de problématiques de priorisation, etc. On avait la possibilité de les engager, on ne l'a pas fait. Bref, on s'est privé de quelque chose de très important, mais on a eu la chance quand même au Québec d'avoir des partenaires qui ont joué le jeu. En premier lieu, le ministère de la Santé, que je salue, qui a véritablement sollicité, notamment toute la direction de la Dr Lucie O'Patterney a largement mobilisé des patients partenaires pour bien comprendre la crise et s'assurer que les savoirs aient été mobilisés à l'intérieur de dossiers extrêmement complexes, notamment la question du triage aux soins intensifs dont on a beaucoup parlé, que c'est fait en plusieurs temps. Les associations de patients ont été aussi impliquées dans un deuxième temps. Mais bref, des patients partenaires y ont contribué. On a aussi participé à des questions tout aussi importantes comme les niveaux de soins, par exemple, bien entendu, qui étaient devenus assez importants avec des taux de mortalité qui étaient en augmentation, notamment aux soins intensifs, aux urgences, etc. Beaucoup de patients ont été impliqués dans des projets de recherche sur la COVID. Donc, il y a eu au Québec la création d'un réseau de recherche sur la COVID par le FRQS, dont j'ai le privilège de co-diriger, dans lequel on a réfléchi très tôt à une stratégie d'engagement citoyenne et des communautés pour justement s'assurer qu'effectivement on soit alignés tous ensemble sur les besoins en matière de recherche. Et puis dans les établissements de santé, il y a eu certains, comme par exemple au CHUM, où on a travaillé sur des politiques de partenariat avec les familles, hein, au moment où on avait les familles à l'extérieur, puis les gens qui mouraient à l'intérieur. On a travaillé ensemble, cliniciens, patients, familles, à trouver des solutions pour arriver à pallier à ces problématiques-là, maintenir les communications, de regarder comment on mobilisait. Marie-Pascale Paumé, notamment, a beaucoup travaillé sur la mobilisation des technologies au chevet des patients dans ces moments-là pour maintenir les liens de communication. Alors, on a travaillé aussi bien sur les trajectoires de télémédecine dans l'urgence pour essayer de regarder effectivement comment on pouvait améliorer, les optimiser déjà en les déployant de façon extrêmement rapide, mais des patients ont été impliqués à plusieurs niveaux là-dedans. Donc, quand même, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'expérimentation, puis la démonstration, une nouvelle fois, que, bien entendu, ces savoirs, ces expériences-là ont été essentielles à différents niveaux. Et que si on avait été capable de les déployer à plus grande échelle, je pense qu'on aurait absorbé d'une certaine façon la crise encore plus différemment, puis peut-être qu'on aurait véhiculé des solutions différentes aussi dans l'urgence. Oui, merci. Donc, c'est tellement inspirant, mais en même temps,
on voit qu'il y a des obstacles. Vous mentionnez que les patients partenaires ont vraiment été sous-utilisés, qu'ils auraient pu contribuer même davantage. Donc, selon vous, quels sont les obstacles existants ou les défis à venir pour que le partenariat avec les patients contribue encore davantage à un système de santé résilient? Qu'est-ce qui bloque actuellement et qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez fait allusion à d'autres pays aussi qui n'ont pas nécessairement mis plus d'emphase sur le partenariat avec les patients. Donc, quels sont les obstacles et comment on peut vraiment survenir à ces défis-là? Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer le partenariat patient pour le futur? Déjà, je pense on est tous d'accord que d'arriver à des philosophies de partenariat dans les soins et les services, c'est un changement de culture qui va prendre du temps. Donc, on s'inscrit dans la durée. Donc, peut-être indépendamment des facteurs, etc. Mais il faut considérer ça comme une gestion de changement à terme parce que si on mobilise des patients dans l'amélioration continue, dans la recherche, dans l'enseignement, tout ça, c'est pour faire évoluer les approches de soins et d'arriver véritablement à des approches de partenariat dans la clinique pour s'assurer qu'effectivement les plans de soins soient co-construits, qu'effectivement les patients soient considérés comme des partenaires à part entière, partie prenante des prises de décision, etc. etc. Donc ça, c'est déjà c'est du temps. Mais en même temps, quand on est dans une gestion de changement, actuellement, certainement, un des enjeux, c'est qu'on a développé beaucoup de capacités pilotes au Québec. Maintenant, il est temps de passer en mode déploiement. Il est temps de passer dans un mode je dirais de généralisation plus large, avec une concertation provinciale qui a un peu de difficulté à se mettre en place, qui commence à se mettre en place, mais on sent que là, ça arrive. Là. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les dernières, les dernières recommandations ministérielles sur la gestion de la douleur. On voit que le partenariat patient est très présent. Les dernières recommandations ministérielles sur les soins aux aînés, c'est très présent. Donc, on sent que là, il y a une arrivée un peu de directives ministérielles provinciales plus larges qui vont certainement donner un effet. Mais il faut une coordination plus provinciale, plus importante. L'unité de soutien va jouer davantage sa part aussi là, dans ça. Mais ça, c'est ce qui nous manque et éventuellement une législation. Donc, c'est intéressant parce qu'au Québec, on s'est beaucoup développé par les expériences pilotes sur le terrain. On n'a pas de législation, alors que dans d'autres endroits comme la France ou la Belgique, ils ont commencé par la législation, mais en fait, ils ont eu beaucoup de mal à avancer sur le terrain. Alors, nous, on est un peu dans le sens inverse, qui, à mon avis, est le meilleur sens. Mais maintenant, peut-être qu'il est temps aussi d'intégrer ces questions-là dans les politiques publiques de façon plus claire et puis éventuellement dans la législation. Donc, on est vraiment dans des mécanismes méta qu'il faut mettre en place et l'effet de levier va être incroyable. Tout est là. Toutes les pièces du puzzle sont en place. Pour qu'au Québec, déjà, on est en avance. Pour qu'au Québec, on ait un effet de levier encore plus incroyable. On a des noyaux de patients extraordinaires et de familles déjà engagées. Il y a une culture qui s'est développée chez les décideurs, chez les cliniciens. On a des leaders cliniciens incroyables, que ce soit des médecins, des infirmières, peu importe. Bref, tout est dans le bon sens. Il nous faut maintenant une poussée macro un petit peu plus importante. Et dernier élément, et je referai du pouce sur des solutions comme Opal ou sur ce qu'Antoine disait au niveau du dossier Santé Québec. La clé de l'instauration d'un partenariat dans les soins va passer par une approche provinciale de développement des compétences et des savoirs des patients atteints de maladies chroniques notamment ou atteints par des problématiques de multimorbidité. Il est temps qu'on se dote d'une politique d'éducation thérapeutique, de développement, encore une fois, d'apprentissage, c'est-à-dire d'aller chercher les meilleures pratiques en la matière. Opal en est une, c'est un outil de communication, mais c'est un outil d'apprentissage, il y en a d'autres. Alors, il est temps maintenant qu'on optimise aussi un certain nombre de solutions, surtout qu'on a cette espèce de chaos de la santé numérique qui arrive, là, 170 000 applications aujourd'hui disponibles aux patients du Canada. On ne sait pas comment elles ont été développées, on ne sait pas comment elles sont financées, mais les gens les utilisent.
aujourd'hui, il faut mieux que les gouvernements prennent d'une certaine façon leurs responsabilités par rapport à ça et proposent des mécanismes d'apprentissage qui vont permettre de réguler cette espèce de grand chaos. Sinon, c'est Google, c'est Apple, c'est tous les gros qui vont qui rentrent actuellement là-dedans, qui vont prendre la place. Alors, bref, une stratégie d'apprentissage aussi. Et là, pareil, on sait comment faire ça. Il y a une initiative qui démarre actuellement au ministère qui est très, très prometteuse en la matière, dans le cadre des travaux de l'IPAM, de l'Institut de la pertinence des actes médicaux. Donc, bref, je pense c'est l'autre, je dirais, talon d'Achille là qu'il faut absolument qu'on gère dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et Merci, je tiens d'ailleurs ça en nous donne... passant à souligner, à l'époque où Antoine était sous-ministre adjoint aux soins de proximité, excuse-moi Antoine si la sémantique n'est pas la bonne, mais tout son appui qu'il a eu à l'époque pour justement le développement du carnet santé Québec, l'implication des patients à l'intérieur de l'évaluation de certaines trajectoires informationnelles. Puis aujourd'hui, le carnet santé, il est là, puis il est là. Ça fait comme 2 ans qu'on n'entend plus trop parler. Bref, alors encore une fois, ces stratégies-là sont importantes à revisiter, à réactualiser. Puis, et ça me démontre encore une fois à quel point au Québec, on a les bases, on a toutes les bases. Donc, les effets de levier maintenant ne peuvent être qu'importants. Oui, absolument. Il y a des commentaires dans le chat par rapport au fait que, par exemple, les patients partenaires, mais aussi même les proches aidants auraient pu être plus mis à contribution, spécialement durant la première vague, tous les enjeux dans les CHSLD aussi. Mais quand on parle de patients partenaires, on inclut aussi la les famille et les proches. proches. Excuse, je le dis toujours au départ, je ne l'ai pas dit à cette fois-ci, mais bien entendu, c'est patients et proches. On sait à quel point, notamment en oncologie, c'est essentiel et important. Mais effectivement, vous savez, on est pendant la crise, un des mouvements importants, c'est la croissance des problématiques de santé mentale de la population et particulièrement aussi de patients justement qui sont retrouvés dans des situations justement de problématiques de continuité de soins, de stress, d'anxiété extrêmement importantes. Dans nos patients partenaires, on a vécu des situations assez dramatiques. Il y a actuellement la plupart de nos patients partenaires qui vivaient avec des problématiques de santé mentale, tout le monde, ça s'est comme aggravé dans toutes les situations. Donc, on est là-dedans actuellement et la part des proches est essentielle effectivement dans l'accompagnement et la consolidation du soutien aux proches aidants est un élément clé. Absolument. Je passerai la parole à Dr. Assela et ensuite on a une question du public. Dr. Assela, allez-y. Oui, très rapidement, parce que je pense aussi qu'il y a un problème en tant que société. Je veux dire, juste personnellement, moi, mon expérience en tant que médecin spécialiste, faisant tout ce que je peux au quotidien il y a 2 ans, et puis versus être au ministère de la Santé, avoir une vision longitudinale de la société québécoise, du système de santé, m'a changé. Au lieu de regarder sur ma clinique, mes performances individuelles, comment je pouvais aider mes patients, je regardais comment je vais aider le système, les patients, bien sûr, améliorer l'expérience patient. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette vision longitudinale, de regarder vers l'autre. Parce que j'avais beau faire ma clinique, il y avait du temps d'attente, il y avait des infirmières qui étaient après moi, les pharmaciens qui attendaient mes prescriptions, les patients qui attendaient. Et le fait de voir toute la trajectoire patient dont on parle, aller vers l'autre, voir comment l'autre est. Et ça, c'est une réflexion sur la société. C'est facile d'accuser un médecin, une infirmière, un directeur d'hôpital, un ministre, un sous-ministre. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de société, regarder vers l'autre. Et c'est comme ça qu'on pourra améliorer un peu tout le système et assurer une prochaine crise. Et c'est là où la notion de résilience est importante. C'est-à-dire que ce n'est pas une résilience, la résilience organisationnelle dont on parle aujourd'hui, c'est une résilience globale. Puis, encore une fois, dans la notion de patient partenaire ou de partenariat patient, le plus important, c'est le partenariat. Je m'excuse, je suis impatient, je peux pas de le dire. Mais ce qu'on veut, c'est créer des partenariats. C'est qu'on veut se sentir conjointement responsable et conjointement responsable à la fois des enjeux, mais des solutions aussi. Et c'est là où la grande force des dernières années, c'est qu'on a été capable de co-construire ensemble. Pas quand on a pris des solutions de l'un puis de l'autre puis qu'on a dit qu'on était d'accord. C'est quand on a été capable de construire des choses ensemble, de travailler ensemble et d'avoir toutes ces perspectives-là, toutes ces ouvertures-là qui nous permettent collectivement d'être résilients. Absolument. Donc, la question des participants, c'est
Si vous pouvez un peu parler de quelle place est faite à l'importance du partenariat patient dans la formation en médecine et dans nos universités, parce qu'on sait que le changement de culture, il passe par là. Je sais que vous êtes bien impliqué à l'Université de Montréal, peut-être juste parler brièvement de ça et est-ce que ça fait des petits? Est-ce que ça commence à se faire ailleurs? Alors, la grande nouvelle, la grande bonne nouvelle, c'est que les organisations régulatrices rentrent en jeu actuellement. Donc, on a déjà des collaborations depuis un certain temps avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, qui sont les régulateurs au niveau de la formation en spécialité. Et puis, d'autres mécanismes de régulation sont en train de se laisser influencer actuellement. Donc, ça veut dire que là, on va avoir on n'est plus juste dans de démontrer un processus, mais il faut démontrer des finalités maintenant. Donc, ça risque d'en motiver plus d'un. Mais je vous dirais qu'on a fait beaucoup d'expérience. Là encore, on a été chercher beaucoup de compréhension. D'autres facultés sont engagées là-dedans. Je tiens à souligner notamment la faculté de médecine de Sherbrooke qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là ces dernières années. Faculté de médecine de l'Université Laval à travers la notion de responsabilité sociale. McGill, bien entendu, aussi, avec beaucoup un axe sur l'engagement des populations vulnérables, etc. Donc oui, effectivement, ça avance. Puis c'est en train de s'incarner de façon plus globale dans des transformations de curriculum. Mais encore une fois, ça reste très décideur dépendant. Ça reste très dépendant du doyen, des vice-doyens. Donc, on n'est pas encore dans une transformation, d'après moi, systémique de l'ordre du système, pas tout le temps, mais on y arrive. Et puis, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que, et on le constate actuellement aussi quand on voit un certain nombre de positionnements, notamment de la FMSQ, que je n'ai pas d'enjeu à le dire actuellement, où on voit par exemple que les médecins spécialistes poussent beaucoup pour que les patients soient capables de faire des choix plus pertinents, soient capables de s'impliquer. Donc, il y a une volonté aussi à différents niveaux du corps médical. Le Collège des médecins s'est beaucoup impliqué. On a eu de la collaboration avec la FMOQ aussi. Bref, toutes les structures actuellement, que ce soit syndicales, que ce soit régulatrices du corps médical, sont en réflexion sur la question. Le Collège des médecins vient de l'intégrer comme une priorité stratégique depuis à peu près 4-5 mois. Là, tout le monde est en train de digérer qu'est-ce que ça veut dire et comment ça va se répercuter. Alors bref, tout est en place aussi pour qu'on continue la transformation. Puis ça, c'est clé là. La transformation des pratiques médicales, c'est pas ça qui va forcément faire que le mouvement va réussir, mais si elle n'est pas là, on ne réussira pas. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires des panélistes, on continuera. De toute façon, j'invite tous les participants à mettre leurs questions dans l'onglet questions et réponses ou leurs commentaires dans le chat. C'est bien apprécié. Donc, ensuite, merci, M. Dumais. Je suis sûre qu'on va retourner vers vous vers la fin avec d'autres questions. C'est très passionnant de voir comment on a avancé et comment on doit continuer à en parler pour que ça avance. Donc, on est bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, la prochaine panéliste, c'est Mme Annie Perrault, qui est directrice générale de Bio-Québec. Elle a été finaliste leadership fan d'exception Sun Life, du prestigieux concours Les Mercuriades 2021. Mme Annie Perrault a obtenu son diplôme de droit à l'Université d'Ottawa en 92 et elle a pratiqué cette profession avec Philippe C. Weinberg de 1992 à 1995, principalement dans les domaines de consensueux des affaires civiles et commerciales et du droit du travail. Elle possède près de 30 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs publics et privés. Sa carrière a mis l'accent sur les communications et les affaires publiques en lien avec la recherche génomique et la biotechnologie et elle a occupé plusieurs postes stratégiques à un niveau national dans ce champ. De 2001 à 2006, elle a occupé le poste de vice-présidente de Génome Canada. Elle est actuellement la directrice générale de Bio-Québec. On vous souhaite la bienvenue, Mme Perrault. Et comme vous portez plutôt le chapeau des sciences de la vie, pouvez-vous nous parler un peu de ce que la COVID a appris au secteur des sciences de la vie qui a été tellement interpellé
dans les 18 derniers mois. Merci beaucoup, Eva, de m'inviter à participer à ce panel. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. La première partie qui portait beaucoup sur le patient, puis les gens qui avaient les deux mains dedans, comme on dit, durant la pandémie. Nous, au niveau des sciences de la vie, de la recherche et du développement des membres de mon association, qui sont principalement des biotech, des organisations de recherche contractuelle, je dirais qu'il y a la première chose dont je veux parler, c'est plus un constat qu'une leçon. Le constat, c'est que on a mis depuis 18 mois, 20 mois maintenant, presque 2 ans, on a donné une grande visibilité à la science dans les médias. Je peux vous dire, moi, pour avoir passé plusieurs années dans le secteur, que ça aurait pris des millions de dollars et plein de campagnes de relations publiques pour pouvoir avoir des premières pages de journaux comme on en a eu depuis plusieurs mois. Le défi, ça va être de continuer ça au cours des prochains mois, des prochaines années, parce que je sens que peut-être les gens vont avoir une fatigue, ou en tout cas peut-être les médias auront une fatigue de parler de science. Et pourtant, s'il y a une leçon, c'est que c'est important d'éduquer, d'informer la population sur ce qui se passe en sciences de la vie, sur ce qui se passe en sciences de la santé, comment ça fonctionne surtout, comment on en fait des vaccins, ça part d'où, la recherche académique jusqu'à la commercialisation d'un produit. Alors, ça se fait pour les vaccins, mais pour plein d'autres traitements. Fait qu'il va falloir garder un œil là-dessus. Ça, c'est une des premières leçons, en tout cas pour moi, là, pour qui les communications, c'est très, très important. La deuxième chose que je mentionnerais, je pense que c'est, bon, clairement, l'innovation, ça passe par la recherche. L'innovation, évidemment, pour que ce soit une innovation, il faut que ce soit utilisé aussi. Puis je vais aborder cette question-là de l'intégration de nos innovations dans le système de santé. Mais l'innovation, ça passe par la recherche. Il ne faut pas cesser de financer cette recherche-là. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a des chercheurs qui parlaient de pandémie puis de virus, et puis pourtant, on n'écoutait pas trop. Puis bon, ça nous est arrivé et je pense qu'il faut plus écouter la communauté scientifique puis voir où sont les enjeux de demain. Il y aura d'autres graves situations, pandémie, je ne sais pas. Je ne suis pas une scientifique moi-même, mais si j'entends la communauté, puis les gens qui travaillent autour de moi, c'est qu'il faut regarder ça avec attention. Et puis, ma crainte, c'est que quand on va dire là, que c'est fini, puis on va avoir hâte de passer à autre chose, puis là, on va regarder ce qui s'est passé au niveau budgétaire, puis on va dire « Oh my God, on en a mis de l'argent là, fait que là, on va en mettre ailleurs ou on va réduire ailleurs. » Et ça, c'est ma crainte. Alors, il faut garder un œil et être attentif à ça. Donc, l'innovation, ça passe par la recherche, aucun doute là-dedans, mais il faut aussi que ce soit une recherche et une chaîne de la recherche qui soit agile et collaborative. Agile dans le sens où, je vais vous donner un exemple là, de la pandémie, bien entendu, les vaccins ont été le résultat d'une collaboration très accélérée entre plusieurs partenaires au niveau de la chaîne de l'innovation. Pfizer n'avait pas dans ses plans, je pense, de faire des vaccins, mais travaillait en collaboration en oncologie avec une biotech de l'Allemagne, BioNTech, et cette collaboration-là a vraiment fait accélérer, je pense, la mise en place de nos vaccins auxquels on a eu accès. Certaines personnes ont pensé « Ah, ils ont sûrement coupé des coins ronds ». Ce n'est pas qu'il y a eu des coins ronds coupés, il y a eu des essais cliniques, il y a eu les patients ont été impliqués dans les essais cliniques et tout ça. C'est que tout un écosystème s'est mis à travailler ensemble de façon très rapide, collaborative et agile. Et ça passe par ce que Dr. Groulx a mentionné tout à l'heure, ça passe par un partage de données, un accès aux données. D'ailleurs, on a constaté qu'il y a des pays qui ont fait et qui font beaucoup mieux que nous et auxquels on devrait s'inspirer. Effectivement, le gouvernement actuellement planche sur un projet de loi pour l'accès aux données santé, mais quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, par exemple, qui a mis en place un système
où le partage et l'accès aux données est ouvert, où les partenaires, justement, les parties prenantes sont vues comme des partenaires. On constate que l'Angleterre a été très agile, très rapide. J'ai vu des données, je ne les ai pas devant moi, mais j'ai vu des données où jusqu'à 94 de la recherche clinique est sortie de l'Angleterre où l'Angleterre a été mise à contribution. C'est énorme, énorme. Alors, on a beaucoup à apprendre de la façon dont on va accéder à ces données et partager les données au cours des prochains mois, particulièrement au Québec. Et j'espère, mon souhait, c'est qu'on va regarder ce qui se fait de mieux dans le monde, puis on va essayer d'être dans les meilleurs. Parce qu'on encourage beaucoup les entreprises innovatrices. On veut avoir un secteur des sciences de la vie fort. On parle d'intelligence artificielle. On les encourage à venir s'installer au Québec. Mais ça passe par les données. Je vais vous donner un exemple là, très récent. Moi, j'ai une entreprise membre qui a eu des montants importants de subventions parce que le gouvernement croit, et le gouvernement du Québec et du Canada croient qu'il pourrait réussir à mettre au point un traitement à base d'anticorps pour la COVID. Et ils sont en phase 1. Ils ont fait les manchettes. Ils sont en phase 1. Et la phase 1, elle est où? Elle est en Afrique du Sud. Et puis, pourquoi? Puis le président lui-même pourrait vous en parler, le fondateur, le cofondateur, c'est qu'ils n'ont pas accès aux données pour pouvoir faire la phase 1. Une phase 1 avec des patients COVID au Québec. Moi, je regarde là, les journaux à tous les jours, je sais qu'il y en a 600 quelques, 500 quelques qui ont été diagnostiqués. On en a des patients COVID encore au Québec, là. Puis c'est de eux dont on a besoin. Alors là, on a une innovation québécoise, ou en tout cas le fruit d'une recherche québécoise, avec des chercheurs québécois, d'universités québécoises, financées par nos sous, mais ça va ressortir d'essais cliniques sur des patients en Afrique du Sud. Je n'ai rien contre les gens en Afrique du Sud, mais j'aurais aimé ça que ça soit notre profil génétique à nous, les Québécois, qui soit utilisé pour pouvoir mettre au point. Alors, on se prive d'innovation. Ça, c'est une autre leçon. Donc, l'accès aux données là, et le partage des données, il faut qu'on se dépêche parce qu'on est en retard. On est en retard. Je veux qu'on le fasse bien. C'est important qu'on le fasse bien, mais il faut qu'on le fasse pour qu'on soit à la hauteur du secteur que l'on veut avoir au Québec, c'est-à-dire un secteur porteur en sciences de la vie. Donc, ça, je pense que c'est les grandes leçons. Il y en a d'autres, évidemment. Besoin de faire travailler ensemble le système de santé publique et les partenaires privés, appelons-les comme ça. Puis, on en fait partie. Les entreprises en biotechnologie, les organisations de recherche contractuelle, les organisations de recherche clinique qui travaillent à faire de la recherche clinique au Québec. Il faut qu'ils soient vus comme des partenaires. On n'est pas des ennemis, on est des partenaires à faire fonctionner ce système de santé. C'est un changement culturel important, mais je pense que la pandémie va nous avoir permis d'accélérer ce changement-là, puis j'espère qu'on ne le perdra pas. Ça, c'est les grandes leçons pour moi. Merci, Mme Perrault. Et en parlant de ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ici, vous parlez beaucoup du manque d'intégration, de l'innovation, pas juste au niveau du financement, mais vraiment l'intégration ici au Québec. Je sais que vous avez, chez Bio-Québec, fait une étude récemment qui touche un peu sur l'intégration de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Et peut-être aussi… Elle n'est pas sortie encore, ça s'en vient. On est très fiers de ça parce que, en fait, on est parti du principe que est-ce que les innovations… En fait, notre secteur des sciences de la vie au Québec, c'est un secteur très, très vibrant, dynamique, là, et il y a de belles entreprises ici. Mais il y a ce sentiment qu'on intègre moins bien au Québec les innovations biopharmaceutiques qu'ailleurs au Canada. Et on est parti de ce principe, on s'est dit, bien, on va arrêter de parler dans le vide sur des idées, des préconçus peut-être, puis on va aller voir c'est quoi la réalité. Alors, on a engagé des gens, dont Alain Dubuc, économiste, que vous connaissez tous, anciennement à la presse, Bernard Lachapelle, des gens qui sont spécialistes là-dedans.
Et on travaille avec eux. Le premier constat qu'on a, et notre étude, là, elle va être approuvée bientôt, là, le rapport final va être approuvé par notre conseil d'administration. Je vais pouvoir la déployer bientôt, mais je peux vous dire des petites choses rapidement. La première chose, c'est, première surprise qu'on a eue, là, c'est qu'il n'y en avait pas de base de données. On parle de données, il n'y en avait pas sur le comparatif. Mais par exemple, sur les demandes d'intégration d'innovation Canada versus Québec. Canada, je dis parce qu'il y a une organisation qui s'occupe de ça pour toutes les autres provinces, qui s'appelle CADET en anglais, l'acronyme, et l'INES, par exemple. Est-ce qu'on n'avait même pas cette base de données? On a dû la faire. Alors, on a regardé de 2016 à 2020 les demandes d'intégration de certaines molécules biopharmaceutiques, toutes approuvées par Santé Canada. Et le taux de refus de l'INES a été de 40,1 % alors que dans le reste du Canada, de 18,5 %. Donc, le système québécois peut, à bon droit, être perçu comme moins accueillant puis plus restrictif que dans le reste du Canada. Ça, c'est un constat, puis ça a un impact sur le caractère, l'incitatif à l'innovation au Québec. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on ne veut pas juste rester avec ce constat-là. On veut proposer des pistes de réflexion sur comment on peut améliorer cet environnement. Alors, évidemment, on va parler de réduire les rigidités du système, d'essayer d'avoir permettez-moi l'expression en anglais, un level playing field avec le reste du Canada. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour soutenir nos innovations au Québec avec des politiques publiques qui vont s'arrimer, des politiques économiques qui vont s'arrimer avec des politiques de santé parce que ça va ensemble. On a au Québec une stratégie québécoise des sciences de la vie qui est sous la responsabilité de 2 ministres. Ça, c'est déjà un bon premier pas comparativement ailleurs au Canada où des stratégies semblables n'existent pas, même pas au Canada, mais on a au fédéral, mais on a besoin que ça soit plus que sous la responsabilité de 2 ministres. On a besoin d'un arrimage entre les politiques publiques du ministère de la Santé et du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, on va avoir plusieurs pistes de réflexion, on va avoir quelques recommandations, puis on devrait pouvoir remettre ce rapport-là bientôt. Merci. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que la Coalition pour un système de santé résilient avait écrit une lettre de mandat conjoint au fédéral pour encourager les ministères de l'économie, de l'innovation et les ministères de la santé pour travailler ensemble dans cette relance pour un système de santé plus résilient, vraiment arrimant les enjeux économiques et de santé de la population au lieu de continuer à travailler en silo. Et c'est une lettre, Eva, qu'on a signée avec plusieurs autres organisations à travers le pays. C'est extrêmement majeur qu'il y ait un meilleur arrimage de ces politiques-là. On ne peut pas se permettre, la pandémie a certainement mis ça en évidence, on ne peut plus se permettre de travailler en silo. Et là, de façon macro, entre des ministères comme l'économie, l'industrie, la science, l'innovation, appelons-le, tous les termes qu'ils peuvent avoir pour le définir, et le ministère de la Santé. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut, c'est que des patients canadiens, des citoyens canadiens, québécois puissent avoir accès à ces innovations-là. Parce que s'ils n'ont pas accès, ce n'est pas une innovation. Si elle n'est pas utilisée, ce n'est pas une innovation. Et moi, ça me préoccupe beaucoup que d'un côté, on encourage le développement de nos entreprises en sciences de la vie, puis on a une qualité de la recherche là, extraordinaire au Québec. On a des belles découvertes, des chercheurs qui font des choses incroyables. Et c'est extrêmement choquant de savoir que parfois, ces entreprises-là, ces innovations-là sont utilisées ailleurs et elles ne le sont pas ici, ou qu'on ne puisse même pas les développer complètement ici. Alors, ça, c'est extrêmement important pour nous là, de faire arrimer ça. Puis notre rapport sur l'intégration des innovations se veut un rapport, un document de réflexion et collaboratif. On n'a pas fait ça, on n'arrivera pas en disant « bang, voici des données, puis on n'est pas bon », puis bon, c'est pas ça. En fait, on a présenté nos données préliminaires à l'INES, on a eu des rencontres avec Dr Boileau, Dr Deguise, avec M. Paul Larchevêque au Bureau de l'innovation, avec le M3S, avec le MEI, on a tout fait ça. Et puis là, on va arriver avec des pistes de réflexion. On n'arrivera même pas avec des recommandations formelles. On veut ouvrir la discussion parce qu'on pense que c'est extrêmement important. Puis c'est une autre des leçons de la pandémie, à mon avis.
Absolument. Et pour nous, comme groupe de défense des droits des patients, ce qui est frustrant, c'est d'avoir une stratégie des sciences de la vie qui a comme les deux piliers principaux, la médecine personnalisée et les données. Et en même temps, le ministère de la Santé qui n'est pas au même niveau de priorisation par rapport à cette stratégie de sciences de la vie. Et la même chose avec, on avait une question par rapport à l'intégration de la recherche clinique dans la trajectoire de soins. Oui. Il semble avoir des niveaux de priorisation très différents d'un bord du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui priorise un environnement propice à la recherche et d'un autre bord, le ministère de la Santé qui, par exemple, pendant une crise, coupe l'accès aux essais cliniques comme la première étape. Donc, c'est un meilleur arrimage. L'agilité dont je parlais tout à l'heure, elle est extrêmement importante en recherche clinique. Il faut qu'on soit… en fait, une des clés pour amener des innovations plus rapidement aux patients, c'est d'avoir de la recherche clinique qui va être rapide au niveau de sa rapidité d'action et de son déploiement. Donc, ça passe par un meilleur recrutement des patients. Ça passe par une implication de la recherche clinique dans la trajectoire de soins, comme tu le mentionnes, Eva. Puis ça a été mentionné par plusieurs dans le cadre des 4 chantiers, la mise à jour de la stratégie québécoise des sciences de la vie, dont on attend la rédaction des rapports et tout ça. Donc, on s'entend là-dessus. En fait, la chaîne des sciences de la vie, s'il y a une leçon que j'espère qui va ressortir de cette pandémie, c'est que cette chaîne-là qui passe de la recherche en amont, académique jusqu'à la commercialisation, et je tiens à dire jusqu'à la commercialisation et jusqu'à l'intégration, bien, il y a plusieurs partenaires là-dedans. Et ces partenaires-là, bien, cette chaîne-là, elle va être aussi forte que son maillon le plus faible. Alors, si on a un problème avec la recherche clinique, bien, ou avec le financement, ou avec l'intégration des innovations, bien, il faut aller solidifier ces maillons-là. Puis je pense qu'on les a bien identifiés. Maintenant, il faut agir. Il faut cesser de vouloir juste être à niveau. Il faut vouloir être les meilleurs. Absolument. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Mme Perrault. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des panélistes là-dessus? On continue. De toute façon, M. Lepage va avoir des choses à dire et il est le prochain panéliste. Donc, bienvenue, M. Lepage. M. Lepage est président du CEPSEM. Après 33 ans dans le secteur public de la santé, M. Lepage a fait le saut vers le secteur privé en se joignant à l'équipe Réseau Sélection en tant que vice-président santé. Par la suite, il a assumé la présidence du Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être, le CEPSEM, où il agira en tant que PDG. Reconnu comme un gestionnaire de haut niveau motivé par l'innovation et le développement des projets d'envergure, il a participé à la création du C3S de Laval, le plus grand au Québec. En tant que directeur général du C3S de Laval, il a réalisé des projets importants dont l'implantation d'une culture de services axée sur l'accessibilité et l'efficacité des soins de santé et l'implémentation du Centre intégré de cancérologie de Laval. Auparavant, il a œuvré comme DG à la création du C3S de l'Ouest de l'île, DG de l'hôpital du Haut-Richelieu et cadre supérieur dans d'autres hôpitaux et dans des CLSC de différents établissements. Donc, M. Lepage, vous avez une expérience dans le secteur public, une longue expérience, ainsi que dans le secteur privé. Donc, d'entrée de jeu, les entreprises du privé en santé sont souvent associées à une mise en place d'un système à 2 vitesses. Là. Donc, c'est certain qu'il y a des personnes qui se demandent même pourquoi on vous invite aujourd'hui. Mais je pense que ça vaut la peine de remettre les pendules à l'heure. Donc, quel est votre point de vue là-dessus sur le système de santé à 2 vitesses, puis est-ce que c'est partagé par vos membres? Merci, Eva. Merci de m'inviter, de me donner la possibilité de faire partie de cet excellent panel. Honnêtement, je suis sur le bout de ma chaise depuis le début. C'est vraiment intéressant. Bravo aux collègues. Non, effectivement, nos membres sont dans l'offre de services directement. Ils sont auprès des patients, de façon directe ou de façon indirecte, mais ils croient à un système universel fort, à un système à financement unique, dont l'État joue un rôle de régulateur là, comme tel. Alors non, les membres ne sont pas pour un système à 2 vitesses, un système pour les riches, un système pour les autres. Au contraire,
Ils sont contents de faire partie de l'écosystème, de faire en sorte qu'ils peuvent contribuer à améliorer le système de santé à leur façon. Parce que on vient de le voir en recherche, tout le côté entrepreneurial que Annie nous a présenté, c'est quand même le même, je dirais, ADN qui existe chez nos entrepreneurs. Nos entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus comme des partenaires eux aussi. Ils ont à cœur les soins de santé de leurs clients. Ils ont à cœur, dans le fond, de faire en sorte que le personnel soit bien traité. Ils ont à cœur que les proches aidants réalisent, dans le fond, que ce service-là est de qualité. Alors, non, la partie que je représente, ce qu'ils veulent davantage, d'abord, c'est de peut-être moins être utilisé sur le plus bas prix possible. Quand il y a des appels d'offres, ils veulent être reconnus sur la proposition de valeur qu'ils sont capables d'offrir. Dans le fond, de faire en sorte qu'on regarde un continuum, dans le fond, dans l'offre de service ou dans le produit ou dans le service qu'on va offrir et qu'on regarde l'ensemble des coûts qui sont impactés par ces appels d'offres-là. Souvent, on a vu les organisations privées se revirer rapidement pour faire face à la crise. On l'a vu dans la production des EPI, des équipements de protection. On l'a vu on vient de le voir dans toute la question de la recherche pour les vaccins, la médication également. Mais on l'a vu aussi dans les processus d'affaires, dans l'organisation des services. Comment les dentistes, les optométristes, enfin, tous ceux qui sont dans l'écosystème hors RAMQ, là, je dirais, ont pu bien traiter la question de la pandémie d'une certaine façon. Un des secteurs que je représente aussi, c'est les soins de longue durée. Les soins de longue durée ont eu un impact très, très fort. On le sait tous, au Québec, les premiers mois ont été extrêmement difficiles, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Nos CHSLD privés et publics ont été très, très impactés. Par ailleurs, il y a des entrepreneurs qui ont réussi mieux que d'autres, qu'on n'a pas entendu parler. Les ressources intermédiaires, ils sont dans les soins de longue durée, ils ont des clients, ils ont des contrats avec le gouvernement. La majorité de leur personnel sont là pour l'assistance aux personnes âgées. Et finalement, on n'a pas entendu parler d'eux. Donc, oui, ils ont eu un impact, là. Ils ont eu à traiter la COVID d'une certaine façon, mais en même temps, avec un certain succès. Donc, ces gens-là sont passionnés, ils ont pris des risques financiers, des risques d'affaires, des risques réputationnels, mais ils croient fermement qu'ils peuvent faire une différence dans le système de santé. Évidemment, on rencontre les mêmes difficultés que Mme Perrault a mentionnées. C'est pas toujours compris, c'est pas toujours. Il y a des préjugés assez défavorables au Québec quand on parle du secteur privé en santé. C'est des méchants capitalistes. Ils sont là pour le profit, ils battent les employés, ils maltraitent les patients. Bref, on entend toutes sortes de choses, là. Alors, c'est pas du tout ce que je veux représenter d'une certaine manière. Merci beaucoup. Donc, vous avez un peu fait allusion aux différents types d'organismes en entreprises du privé en santé, mais pouvez-vous un peu plus parler de comment ce secteur privé a pu contribuer à un système de santé résilient pendant la pandémie, là, mais même dans le futur? Comment est-ce qu'on peut les intégrer sans avoir un système à deux vitesses? Comme vous avez déjà fait allusion, on a déjà accès au système privé dans notre modèle avec les dentistes, en physio, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rôle du secteur privé dans un système plus résilient? Bien, en fait, ce qu'on a pu voir pendant le COVID, c'est l'importance de cette interdépendance-là. C'est qu'on avait besoin les uns des autres. Autant les entreprises que je représente avaient besoin du secteur public, puis autant le secteur public avait besoin du secteur privé. On l'a vu de façon évidente. Ça a eu ça de bon, cette création-là d'une relation là, qui était plus contractuelle. On est devenu dans une relation d'organisation de service, on est tombé dans une relation où là, chacun est important, chaque vie est importante d'une certaine façon, et on avait davantage besoin des uns des autres. Je ferais le même souhait que Mme Perrault a fait tantôt, c'est
est-ce qu'on peut continuer dans cette relation-là? Parce que pour le bien-être de tout le monde, pour le développement des meilleures pratiques, parce que c'est sûr qu'on peut apporter davantage dans le secteur de la santé. Ces entrepreneurs-là, ils ont des façons de faire qui sont différentes. Ils n'ont peut-être pas nécessairement la même réglementation, les mêmes contraintes, mais justement, ils peuvent développer plus rapidement certains services, certaines organisations. Ils vont, oui, recruter davantage. Quand on a touché la question de la main-d'œuvre, des salaires des préposés, la formation des préposés, tout ça a eu un impact significatif. On a vu où, quand il y a un maillon faible dans certains services, on était capable d'aller tendre la main, aller, dans le fond, soutenir, dans le fond, ces gens-là. Ça a été différent dans les patients atteints du cancer, c'est évident. Mon univers que je connais davantage, c'est celui des personnes âgées, celui des maladies chroniques. Dans le fond, là où on a vu qu'effectivement, la télémédecine a eu un impact, on a vu la collaboration interdisciplinaire a eu un impact, il y a eu des innovations dans l'organisation des visites médicales ou même de la consultation médicale dans certains de ces secteurs-là. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'espère qu'on va garder pour la suite des choses parce que ce soit un patient atteint de cancer, que ce soit un patient atteint d'une maladie chronique, si on peut favoriser une meilleure émergence de la qualité de l'information, si on peut lui donner du pouvoir. Parce que nous, ce qu'on croit, c'est que quand on est dans le secteur privé, notre client, si on ne lui donne pas un bon service, ben, l'entreprise est en danger. Alors, cette compréhension-là, cette réalité-là, anime les entrepreneurs, anime, dans le fond, les intervenants également. Et cette obligation-là de résultat, ben, c'est certainement quelque chose qu'on peut partager du côté du secteur public et faire en sorte que cette obligation-là de résultat, d'avoir une expérience client, une expérience patient, dans le fond, qui est, je dirais, notable, qui est notée par l'excellence, notée par le respect, notée par la qualité, bien, certainement qu'on peut aussi partager ces expériences-là avec le secteur public. Merci beaucoup, M. Lepage. Donc, vous avez parlé des avantages que peuvent apporter le secteur privé, les contributions en termes d'innovation, diversité de la main-d'œuvre et cette stimulation de la compétitivité basée sur les résultats qu'ils font déjà, mais qu'on souhaite qu'on voit également dans le secteur public. Ma dernière question pour vous touche un sujet un peu controversé, donc on va juste crever l'abcès et en parler tout de suite. Vous savez que dernièrement, le gouvernement parle beaucoup d'abolir les agences privées dans le système de santé, les agences, entre autres, de soins infirmières. Pendant vos 30 années d'expérience dans le réseau public, vous-même, vous essayez d'abolir les agences. Donc, maintenant que vous êtes de l'autre côté de la clôture, qu'en pensez-vous aujourd'hui? Comment régler ce problème persistant de pénurie de la main-d'œuvre dans le secteur public, selon vous? Ouais, je vous répondrai un peu à la blague. Là, quand j'étais dans le secteur public, j'avais toujours l'impression que le secteur privé était un personnage de Star Wars, l'ombre négative, noire et tout ça. Quand je suis passé du côté du privé, je n'ai jamais vu aussi clair, dans le sens les avantages de l'un, les inconvénients de l'autre, enfin les forces de l'un, les faiblesses de l'autre. Donc, c'est clair que l'abolition du TSO, j'ai plutôt travaillé à faire en sorte que le TSO soit éliminé. On avait développé des stratégies, même régionales à l'époque. À l'époque, j'étais en Montérégie. On avait éliminé les fins de semaine, on avait éliminé la nuit, on avait progressivement, là, de mois en mois, on se concertait pour dire on utilise le moins possible d'agences. Mais pour ça, il faudra, dans le fond, c'est toute la question de l'organisation du travail, c'est toute la question des horaires de travail, toute l'application des conventions collectives qui rend ça extrêmement difficile. Est-ce que c'est un temps complet, un temps partiel? Le respect, dans le fond, du choix des individus par rapport à leur conciliation travail-famille. C'est extrêmement complexe, cette problématique-là. Mais c'est clair que les derniers changements gouvernementaux sur les structures, sur, dans le fond, les regroupements,
les méga institutions là, comme telles, je pense que l'éloignement des décideurs, des patrons avec les employés, ça n'a certainement pas aidé à contribuer à accentuer le problème du TSO là, comme tel. Et je pense qu'une plus grande décentralisation. Moi, à l'époque où j'étais DG, là, on avait une certaine autonomie, on avait un conseil d'administration, il y avait des décisions qu'on pouvait prendre localement, il y avait des liens avec la communauté, la municipalité, le cégep, la commission scolaire. Il y avait une intégration locale qui était beaucoup plus forte que ce que je vois actuellement. Puis, je sais qu'il y a des membres des équipes de direction qui participent à la discussion de ce matin et je leur lève mon chapeau. Ils ont fait face à une crise majeure. Ils ont eu à gérer dans le fond, des absences quotidiennes, à déplacer des patients, déplacer de la main-d'œuvre. Ça a dû être extrêmement douloureux là, pour eux, extrêmement stressant. Alors, je pense que la gestion de l'établissement, la bonne gestion des ressources humaines, ça doit être repris beaucoup plus localement que de façon centralisée, comme on l'a fait actuellement. Est-ce que cette proximité-là va faire en sorte qu'un employé va se sentir plus en confiance parce qu'il y a un patron qui est accessible, qui est là, qui peut même, oui, accorder des congés, accorder une certaine souplesse dans son horaire? Moi, je pense que tout ça doit se remettre sur la table à dessein en impliquant les syndicats, en impliquant, dans le fond, les parties prenantes autour de ces enjeux-là, mais une gestion locale plus forte, avec une souplesse plus grande, une proximité entre employés, patrons, va certainement aider parce que la dépersonnalisation là, que ça a engendré, les grandes structures font en sorte que les gens se sont éloignés et le sens a été un petit peu négligé. Alors, évidemment, là, c'est toujours délicat d'aborder cette question-là, surtout cette semaine, parce que ça ne va pas tellement bien entre les relations gouvernementales et syndicales, mais je fais attention à mes commentaires pour ne pas en ajouter. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour d'abord et avant tout le personnel qui vit ces situations-là, mais aussi tout le personnel cadre avec qui j'ai travaillé de façon très, très assidue pour trouver des solutions. Honnêtement, c'est vraiment pas évident. Je leur lève mon chapeau. Absolument. Et on sait que de toute façon, l'enjeu de la précarité de la main-d'œuvre, la pénurie de la main-d'œuvre est un élément incontournable pour la résilience d'un système de santé. Donc, on va vraiment devoir réfléchir à comment, pas juste aujourd'hui, pas juste post-pandémie, mais vraiment pour le futur, comment avoir un système qui gère la main-d'œuvre d'une manière plus agile. Parce qu'un élément de la qualité des soins, c'est certainement celui de la continuité des intervenants. Puis ça, je suis convaincu que les médecins et les infirmières vont être d'accord avec moi que quand on prend en charge une clientèle donnée, quand on est capable de regarder son parcours dans son entièreté, qu'on est capable de faire des liens entre les différentes étapes, puis même comme patient, quand on est devant des intervenants qu'on connaît, qui sont là, qui sont dans le fond, qui nous connaissent également, on a certainement une amélioration de la communication. On a parlé tantôt des difficultés de communication que les gens ont eues pendant la pandémie. C'est un élément majeur dans la qualité du traitement également. Donc, je pense que ça, c'est certainement quelque chose qui améliorerait l'organisation et la satisfaction, dans le fond, à la fois du patient, mais des employés et des intervenants santé. Absolument. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a des panélistes qui souhaitent renchérir. Moi, ce n'est pas mon domaine là, comme tel, mais comme citoyenne, par contre, j'ai un commentaire. Moi, j'ai habité l'Ontario pendant quelques années, au début des années 90. Puis à ce moment-là, j'avais accès déjà à une clinique d'infirmières praticiennes. Je savais que le médecin de famille n'avait pas l'obligation d'aller faire de l'urgence puis des tours sur les étages à l'hôpital. Le décloisonnement, là, ou cette façon de travailler là, il me semble qu'on n'aborde pas ça de front au Québec, puis on devrait le faire. Je pose la question aux médecins qui sont là sur le panel, parce que je me demande, il me semble que ça m'apparaît tellement logique qu'un médecin de famille qui fait le choix d'être un médecin de famille puisse faire en fait sa job de médecin de famille, puis que l'urgentologue reste aux urgences. Mais peut-être que c'est juste moi qui ne comprends pas le système, puis c'est juste une question de
de mieux l'expliquer, mais en Ontario, en tout cas, on dit souvent qu'on a assez de médecins au Québec, qu'on a autant de médecins, mais on n'a pas la même répartition des tâches. Puis on ne les oblige pas à faire ce qu'ils sont obligés de faire au Québec. C'est ma compréhension, en tout cas. Mais quelqu'un peut peut-être l'expliquer. Mais il me semble que ça aiderait au niveau de la main-d'œuvre. Merci pour ça. Effectivement, la répartition de la main-d'œuvre est un enjeu critique. Je ne sais pas si Dr. Assela ou Dr. Grou, vous voulez en parler? Oui, Dr. Assela, allez-y. Juste pendant la crise du COVID, le fait qu'on ait protégé les médecins, oncologues et hématologues, de ne pas faire des étages, de ne pas être démobilisés, c'était une des victoires. C'est pour ça qu'on a pu protéger notre clientèle. Donc, je suis d'accord avec vous, peut-être réorganiser, ne pas faire mobiliser trop nos médecins. Peut-être c'est une partie de la solution, mais le problème est vraiment très complexe. Je ne suis pas certain que je vais m'avancer sur le terrain glissant que vous dessinez devant moi, mais je vais dire 2-3 généralités sans aller dans une langue de bois qui vont corréler un peu la perception du privé versus du public peut-être. Moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, puis je n'ai pas le recul de M. Lepage, mais le privé se développe traditionnellement là où le public échoue. Hein? Alors, plus le succès dans le public est grand, plus il est fort, moins le besoin pour le privé apparaît. Hein? Alors ça, c'est assez une espèce de vérité de la palisse, là. De la même manière, quand on parle de ce que vous avez évoqué, du positionnement des médecins de famille, par exemple, sur l'échiquier, ben, plus un groupe professionnel ne fait pas, plus le médecin de famille va devoir pallier, plus un autre fait plus le médecin de famille est capable de se libérer de certaines activités pour son plus grand bonheur, souhaitons-le. Le généralisme a ce caractère que j'appellerais presque de prostitution de soi, là où finalement on va là où le client demande, est très différent du spécialisme, et l'exemple parfait de l'oncologie est assez unique. Là. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui ont pu être mis dans des bulles comme ça. C'est une grande victoire, mais en même temps, et sans enlever de mérite, c'est à peu près le seul corps professionnel qui pouvait aspirer à une victoire comme ça. C'en est une vraie, mais il faut être un super spécialiste de l'oncologie, un sur-spécialiste très pointu pour pouvoir être mis comme ça dans un espace relativement clos et protégé qui a permis de soigner effectivement les patients avec brio. Mais imaginons qu'on ait pu penser un instant mettre un médecin de famille aussi petit potent qu'il peut l'être. Non, ça a été une lubie. Alors, où vont les infirmières aller? Que feront les spécialistes plus généraux? Va avoir un impact direct sur ce que les médecins de famille feront ou ne feront pas. Merci. Et on va fermer la boucle sur cette pente potentiellement glissante. Merci beaucoup, Dr. Grou. En terminant, je vous amène en fait sur un autre sujet important mais controversé, ce qui est, j'aimerais vous poser la question sur le financement de notre système de santé actuel. Parce qu'on a vu pendant la pandémie que soudainement, on a trouvé toutes les ressources, tous les moyens, tous les fonds nécessaires pour faire avancer les choses comme par miracle. Mais avant la pandémie, beaucoup de décisions de santé étaient plutôt prises basées sur des raisons de gestion de silos budgétaires. Les services étaient fragmentés, l'accès aux ressources à cause de ces silos budgétaires. Pour donner des exemples, la recherche clinique n'est pas vraiment intégrée dans la trajectoire de soins dans les hôpitaux. C'est plutôt la responsabilité du ministère de l'Économie et de l'Innovation, par exemple. L'argent ne suit pas vraiment les patients dans les hôpitaux parce que les hôpitaux sont financés sur une base historique et pas sur le volume et la charge des patients et leurs besoins. Donc, on a déjà vu à la coalition à se battre pour, par exemple, un monsieur à Rivière-du-Loup qui n'avait pas accès à un médicament qui était sur la liste du régime public, mais son hôpital ne pouvait pas parce que le budget de l'hôpital était déjà atteint à son plafond et on ne pouvait pas, on lui offrait d'utiliser un autre silo budgétaire pour aller à Québec se faire soigner.
Donc, prenait des décisions basées sur des silos budgétaires et pas nécessairement sur les besoins des patients. Donc, la pandémie nous a vraiment démontré à quel point c'est possible de changer la manière de financer les choses. On a vu également que la santé publique était sous-financée, qu'il y avait un manque de coordination et d'incitatifs à collaborer, en fait, entre les différents silos qui, magiquement, ont disparu pendant la COVID. Donc, selon vous, puis ça, c'est une question ouverte à tous les panélistes, qu'est-ce qui devrait changer dans le financement de notre système de santé pour le rendre plus résilient, plus efficace et permettant un accès plus équitable aux citoyens? C'est une grosse question, là, mais qui veut commencer et s'avancer sur des pistes de réflexion sans nécessairement engager vos organismes, là, mais personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, Dr. Groux. Vous allez me trouver fatigant, mais je pense qu'à la base, le partenariat avec les citoyens va être une des voies de salut de ce système de santé qui, à mon avis, pas sous-financé, qui est, à mon avis, mal financé. Je pense que tout l'argent est là. Je pense qu'on fait une quantité phénoménale de choses sans valeur ajoutée, phénoménale. Ça rejoint le commentaire de Mme Perrault là, à l'égard de l'utilisation optimale des professionnels notamment. Alors, je pense qu'il y a vraiment là un travail d'amélioration de la pertinence de ce qu'on fait, de la valeur de ce qu'on fait. Et je pense que personne n'est mieux placé que les gens qu'on sert, je vais utiliser le terme de M. Lepage, les clients qu'on sert, qui sont nos patientes, nos patients. Je pense que ces gens-là, si on les met dans la boucle, on va être pas mal meilleurs pour aller aux priorités. Vous avez évoqué la question de la santé publique. Je pense qu'on a, et oui, probablement qu'il manque considérablement d'argent en santé publique, mais au-delà de ça, on a fait des choses en santé publique qui avaient une valeur collective, parfois discutable, puis je ne suis pas en train de dire mauvaise, mais discutable. Comment peut-on mieux investir en prévention de manière à éviter des gens qui se retrouvent dans le bureau de Dr. Asselah? Comment est-ce qu'on est capable Alors, tu sais, c'est vraiment cette question de la pertinence et des priorités, je crois, et à mon avis, c'est le partenariat qui va être au cœur du démarrage de ce chantier, pas seulement un comité à l'IPAM avec un groupe de médecins spécialistes en tout respect. Je pense que ce n'est pas que ça. Là. Je pense que ça doit être une démarche collective, pas celle d'un institut sur des actes surspécialisés. Merci, merci. Donc, vraiment, on ne parle pas de sous-financement, mais vraiment d'une réallocation et des incitatifs à avoir cette résilience-là et même à collaborer avec les patients partenaires ou en partenariat en général. Monsieur Dumais, vous voulez renchérir? Sans vouloir défendre l'IPAM, il y a quelques patients partenaires aussi sur le comité de gouvernance de l'IPAM. Moi, je pense qu'un des enjeux qu'on a, c'est qu'on est quand même une population malheureusement de plus en plus malade. Donc, les actes de soins se multiplient. Hein, c'est ça qui se passe techniquement. Et donc, on a un système avec des ressources limitées. Puis, dans ma perspective que je développe depuis déjà quelques années, je pense qu'un des enjeux, c'est qu'on est toujours très concentré sur l'optimisation de l'offre de soins. On est tout le temps en train d'optimiser l'offre de soins, puis de regarder comment on peut comme presser le citron toujours un peu davantage. Alors qu'il y a un grand levier qui est peu développé, qui est peu exploité, qui est le développement de la demande. Investir dans la demande. Et qu'est-ce que ça veut dire d'investir dans la demande? Ça veut dire d'investir dans l'apprentissage, le développement des savoirs de la population en matière de santé, sa capacité à faire par elle-même des choix d'accès intelligents. Donc, miser sur les compétences des personnes, des individus qui sont en grande majorité aujourd'hui malades. On a plus de 50% de la population qui est atteinte par une maladie chronique. Puis, si on cumule avec les proches aidants qui eux, ne sont pas malades, mais qui accompagnent les malades chroniques, c'est-à-dire qu'on a 80% des gens qui sont facilement impliqués dans le système de santé sur une base régulière comme patients ou comme proches. Donc, il est plus que temps de les supporter. C'est des solutions dont on a parlé tout à l'heure, d'investir dans cette capacité, encore une fois, à augmenter leur savoir de navigation à travers le système, à mieux les accompagner dans le développement de leur savoir clinique, à mieux les accompagner dans leur capacité à développer des savoirs d'auto-évaluation pour être capable d'être capable de savoir si on est vendredi après-midi, puis est-ce que je vais voir mon pharmacien, je vais voir mon médecin de famille, je vais à l'urgence ou je vais ailleurs, ou je ne bouge pas, puis je reste chez moi. Bref, et aussi tout ce qui est savoir, leur capacité à augmenter aussi leur savoir de la vie quotidienne. Bref,
les accompagner à rendre la demande je dirais plus compétente dans sa capacité à rentrer en relation avec le réseau. Un peu comme on avait le projet de Régent Hébert il y a quelques années qui touchait les proches aidants et donc justement cette capacité à accompagner les proches aidants, mais Carnet Santé va dans ce sens-là. Il y a plein déjà d'initiatives, mais on pourrait réinvestir de façon beaucoup plus importante là-dedans. Le mouvement de la démocratie sanitaire en Europe, vraiment, en ce moment, est en train de prendre son envol. Il y a de plus en plus de processus d'éducation thérapeutique intégrés dans les processus de soins. On commence à voir les impacts que ça a, qui sont importants. Alors, je pense qu'au Québec, on aurait intérêt à peut-être repenser un peu, à réorienter un peu nos investissements dans ce sens-là. Merci, M. Dumais. Et quand on parle aussi d'investir dans la demande, on peut également penser à investir dans le dépistage, dans la prévention, dans des sociétés qui sont plus en santé, en amont, là, et pas juste de soigner une fois que c'est déjà brisé, mais vraiment de faire de la prévention. Et également… Justement, le dépistage et la prévention, ça passe par de l'autodétection des personnes. Pendant longtemps, on a été sur des grands éléments de santé publique, mais peut-être qu'il faut y aller de façon différente. Oui, merci. Et finalement aussi, vous parliez d'optimiser la trajectoire de soins. Et en fait, ça passe par prendre des décisions basées sur la valeur et pas sur le coût. La valeur de l'amélioration de la santé de la population sur toute la trajectoire de soins. On en a parlé aujourd'hui, on a besoin des données pour ça, mais on doit prendre des décisions basées sur pas ce que ça coûte, mais ce que ça apporte. Donc, voilà. C'est la valeur dont on parle. Donc, mais merci beaucoup. On est rendu à midi et je pense que ça a été une discussion tellement engageante et stimulante qu'on n'a pas vu le temps passer. Donc, j'aimerais remercier vraiment tous les panélistes et tous les participants également. Donc, on vous remercie et cette vidéo sera disponible en ligne. On vous le fera parvenir aussi à tout le monde qui a participé. Donc, merci beaucoup à tous et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci de l'invitation. Au revoir. Bonne Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Merci.